Bonjour Matt, Bonjour, coucou. comment ça va? Pleine forme, je te remercie. J'ai pas dormi, mais ça va. Ok, bah écoute, je suis un peu fatiguée aussi, mais on va y arriver. Bon, après mille et une, enfin tout un tas de tentatives, enfin je me suis complètement ratée. On avait donc déjà enregistré un live mais en utilisant Instagram, version mobile, donc ça n'a pas du tout marché et hyper gentiment, je t'en remercie. Tu as tout de suite proposé qu'on refasse ça et manifestement, on sera dans de meilleures conditions. Donc merci beaucoup déjà. Mais merci à toi. Merci d'être là. Alors le but aujourd'hui, bah écoute, c'est de t'interroger un petit peu sur ton métier, donc que tu as commencé il y a quelque temps déjà de youtubeur spécialisé dans le cinéma. Et voilà, donc bah, l'idée c'est de t'interroger sur le cinéma et puis aussi cette activité que pour ma part, bah, je connais très mal. Voilà, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Alors, est-ce que tu peux peut-être commencer par une petite présentation? D'accord. Alors, je m'appelle Geoffrey en réalité. Mad Mad, c'est juste un pseudonyme, un surnom que j'ai trouvé par pur hasard. À la base, je cherchais un nom de chaîne, je ne savais pas quoi mettre. Je me suis dit, bon, bah tiens, je vais inventer ça. Un nom que je regrette. D'ailleurs, si j'avais su, j'aurais appelé ça autrement. Bon, voilà, donc mais je vais le garder, je pense, parce que maintenant tout le monde est habitué. Mais à la base, si j'avais su, j'aurais donné un autre nom. Mais bref, donc j'ai 34 ans. J'ai commencé YouTube il y a à peu près 2 ans et demi. Avant ça, professionnellement, ce que j'ai fait, bah, j'ai aucun diplôme, j'ai fait que des petits boulots. Donc, dès que je suis sorti du lycée, j'ai tenté 1 an de fac juste pour faire un peu de sport et profiter, on va dire, des nombreux avantages que la fac peut proposer. Après ça, comme j'ai pas tenu, j'ai bossé, j'ai fait des petits boulots. Donc, j'ai alterné. Je travaillais principalement en intérim pour ne pas avoir, on va dire, comment ça s'appelle, tout le monde cherchait à avoir un CDI à l'époque. Moi, je cherchais tout sauf ça. Tout ce que je voulais, c'était avoir un peu de liberté, pouvoir bouger de boîte en boîte, ne pas être enraciné ni trop être ancré dans une seule société. Ça m'aurait obligé à rester. Moi, je voulais être un minimum libre. Et donc, j'ai pas mal bossé, j'ai un petit peu voyagé. J'ai voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'habite en Bulgarie 3 ans. Donc, c'est 4 ans à peu près. C'est 3 dernières années, j'ai alterné France-Bulgarie, mais j'y suis quand même resté un petit moment. Et sinon, en soi, bah, du point de vue professionnel, donc j'ai fait que des petits boulots, rien de bien glorieux, rien d'incroyable. Et donc, je me suis lancé sur YouTube, bah, justement, plus ou moins pour sortir, on va dire, à la base, j'avais tenté plusieurs, parce qu'à la base, je voulais, entre guillemets, c'était un petit peu à la mode, à la fin des années 2010, c'était devenir un nomade digital, donc on apprenait une compétence sur Internet pour pouvoir vivre à l'étranger. J'ai essayé différentes formes, hein, enfin différentes manières d'y arriver. J'ai tenté le dropshipping, ça a été un échec. J'ai tenté c'est de l'e-commerce, en fait, c'est du commerce en Ok. ligne. J'ai essayé de gérer une boutique, mais j'ai pas du tout le mindset pour ça, j'ai pas du tout l'intelligence pour ça, ni la patience pour ça. J'ai Mhm. voulu tenter un truc encore plus dur, donc le coding, tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript, tout ça. J'entre avec que dalle, je comprenais rien. Et bah, finalement, j'ai lâché l'affaire. J'ai repris des petits boulots quand j'étais en Bulgarie, notamment dans des call centers. C'est des boulots vraiment très durs. Pareil, j'avais beaucoup de mal. Et je me suis dit, après m'être fait virer de mon 3e job, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose quand même. Et le truc, c'est que bah, je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais passer à la base un diplôme de coach sportif en France, mais c'était beaucoup trop cher, c'était beaucoup trop galère. Les procédures administratives étaient juste complètement dingues pour passer chez eux et la concurrence était extrêmement rude. Alors, bah, je me suis dit, bah, tiens, lance-toi sur YouTube. Et de fait, bah, j'ai essayé. Je me suis dit, quitte à tenter quelque chose que tu peux potentiellement foirer, vas-y. Enfin, j'ai écouté mon instinct, je me suis lancé. Et progressivement, ça a fini par marcher. Ça a mis beaucoup de temps. J'ai alterné petit boulot et YouTube à côté. Et bah, en parallèle entre guillemets, à la chaîne, j'ai pu passer mon diplôme de coach sportif, toujours à l'étranger. Je suis passé par un organisme européen beaucoup moins complexe que le système français, même s'ils sont en train de l'adopter tout doucement, ils sont en train d'adopter le même. Et donc, bah, cette même année, donc, bah, j'ai passé donc le cap des 20 000 abonnés et j'ai passé mon diplôme pour être coach sportif. Donc, je suis coach sportif, quoi. J'ai passé les diplômes, tout ça en anglais d'ailleurs, les certificats, pardon. Et à côté de ça, je travaille surtout sur YouTube. J'ai repris la fac cette année juste pour comme challenge, parce que le problème de YouTube, c'est que c'est, on va dire, comment s'appelle, un boulot qui est très chronophage, mais chronophage dans le sens où tu n'as pratiquement pas de vie sociale. C'est-à-dire que ces 3 dernières années, je les ai passées juste devant mon écran, chez ma copine, à juste voilà, faire du montage, regarder des films, faire du montage. Et ça m'a enlevé toute, je veux dire,
ça m'a enlevé, comment dire, j'avais plus de vie sociale, quoi. Parce qu'on peut reprocher ce qu'on veut au monde du travail, n'empêche que dans le travail, tu as une vie sociale, tu as des collègues, tu as des responsables, tu as des gens avec qui tu peux interagir, tu rencontres des clients, comment ça s'appelle, des collaborateurs, ce que tu veux. Souvent, il y a des séminaires, il y a des sorties, il y a des activités proposées, il y a des réductions pour aller à des spectacles, je sais pas, des matchs de foot, des trucs dans le genre. Or, quand tu es en indé, comme ça, youtubeur, tu n'as droit à rien. Enfin, c'est normal, quoi, dans un sens, parce que tu veux un business. Et donc, j'ai souffert vraiment pendant 3 ans d'un manque total de vie sociale. Alors après, j'avais ma vie de couple, ça allait. Mais le problème, c'est que ma copine de l'époque était presque aussi, je veux dire, n'était pas spécialement. Elle était assez casanière, donc ce qui fait qu'on sortait quasiment pas, sauf pour se faire un petit resto de temps en temps. Et j'ai eu comme une espèce pas de burn-out, mais en gros, j'ai fini par craquer au mois d'août. Je me suis dit, non, mais c'est bon, j'en peux plus là. Je vois personne, je fais rien, je vais à aucun concert, j'ai aucune sortie, j'ai aucune interaction avec qui que ce soit à part comment ça s'appelle, mes amis qui étaient en France et mes followers sur Internet, enfin, je veux dire en ligne. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais reprendre la fac, je vais aller en licence de lettres, comme je suis un peu un littéraire. Et comme ça, je me crée un réseau. Puis de fait, j'y étais, j'ai rencontré ma nouvelle copine, je me suis fait plein de potes. Et j'apprends pas mal de trucs en parallèle. Bon, c'était un petit peu décousu, tu m'excuseras pour la présentation. Voilà. Non, très bien. Ok, très bien. C'est hyper intéressant. Une petite question comme ça qui vient. Quand tu dis que tu as déjà, tu as fait beaucoup de petits boulots, c'était quoi? Vraiment des boulots vraiment de, comment ça s'appelle, tout ce qui était manutentionnaire, déménageur, chauffeur-livreur, plongeur en restauration. J'ai fait tous les petits boulots possibles, imaginables, qui étaient à ma portée, voilà. Ok. Alors, excuse-moi, je me permets, mais c'est quelque chose qui est assez mal vu de dire ça. Mais j'ai un parcours qui est quand même assez, je veux dire, un parcours de raté. Je le dis franchement, j'ai aucun complexe à l'assumer. Et je trouve ça assez intéressant avec le recul, parce que quand tu es dedans, quand je passais toute ma vingtaine à enchaîner tous les boulots les plus pourris possibles, à devoir faire des déplacements dans des endroits, dans des tafs, pas spécialement friendly pour choper une paye de misère. À côté de ça, j'avais une vie plutôt confortable. J'avais, je veux dire, une vie de couple nickel. J'avais un gros cercle d'amis, ça allait. Mais c'est ce qui me permettait de tenir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je veux dire, quand j'y repense, tous ces boulots-là, je me dis, la vache, il fallait quand même avoir un sacré moral pour les enchaîner. Et je me suis dit, c'est quoi la finalité? C'est quoi le but? Et avec le recul, avec la trentaine, j'en ai tiré une sorte de petite philosophie et j'en ai quand même, mine de rien, appris pas mal. Bon, là, maintenant, je rebondis parce qu'il y a la chaîne, il y a le coaching les programmes de coaching que je vais lancer, tout ça. Je peux toujours rebondir sur d'autres tafs à côté, un peu plus tranquille. Mais mine de rien, cette expérience qui est une expérience quand même assez douloureuse dans le sens où j'ai pas fait ce que je voulais, où je faisais que des boulots alimentaires, des trucs comme ça, c'était pas spécialement drôle. Et je suis loin d'être le cas dans ce cas de figure. Beaucoup sont contraints à ce mode de vie. Mine de rien, ce lifestyle m'a appris beaucoup de choses et on en apprend énormément dans l'échec. Et c'est vrai que les échecs, je les ai accumulés, je les ai non-stop. Et j'en ai tiré une sorte de petite philosophie, une sorte de, comment je peux appeler ça? J'en ai tiré quelque chose, voilà. J'ai essayé de tirer du positif, un maximum de positif dans les éléments les plus durs, les plus négatifs. Donc, on en reparlera plus tard à la rigueur si tu veux, mais c'était juste la petite parenthèse. Je voulais que ça prenne 2 secondes, ça a pris 10 minutes, excuse-moi. Non, mais j'adore parce qu'en fait, depuis que je fais des entretiens, je tombe que sur des gens, c'est peut-être pas pour rien, extrêmement loquaces, bavards, qui ont plein de choses à dire. Donc, au contraire, hein, moi, ça m'arrange et puis j'aurai moins de montage à faire. Donc, nickel, quoi. Continue comme ça, au contraire. Ça marche. Et puis, tu as une aisance pour parler, tu as une éloquence. C'est naturel ou c'est quelque chose, justement, que tu as travaillé au fur et à mesure, notamment par YouTube ou c'est ta personnalité? Je crois que c'est ma personnalité de base, hein, parce que j'ai toujours plus ou moins une grande gueule, mais pas une grande gueule, tu sais, agressive, ni. C'est juste que j'aime bien les gens, en fait, et j'ai toujours aimé aller vers l'autre. Et c'est ça, je pense, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais rien fait. Je me suis juste, en fait, laissé porter par la vie, en quelque sorte. Et cette aisance, au niveau de ma famille, ça va. Dans ma famille, c'est pas des gens qui sont trop renfermés sur eux-mêmes, c'est des gens assez sociaux, mais je pense avoir plus ou moins hérité ça d'eux, surtout mon père qui était quand même assez avenant, qui avait un bon feeling avec les gens, qui parlait facilement. Je pense que j'ai dû hériter de lui à ce niveau-là, mais à part ça, j'ai jamais fait de cours, jamais fait de théâtre, ni rien. Alors, j'ai des périodes, surtout dans la fin de ma vingtaine, où j'avais des périodes de doute, où je me suis dit, merde, j'avance dans l'âge et j'ai encore rien accompli. Et ça, mine de rien, ça m'a
ça m'a, comment dire, ça m'a pas mal cassé dans le sens où je devenais de plus en plus timide, beaucoup moins avenant, beaucoup plus flippette. Quand je m'adressais aux gens, aux filles, tout ça, je ne me reconnaissais pas par rapport à ma début de vingtaine où je tchatchais n'importe qui, tout le monde, dans la rue, où j'accostais des gens comme ça, nickel. Et vers ma fin de vingtaine, quand j'ai eu une période de doute, vers les 29, 28, dans ces eaux-là, je me suis dit, wow, il se passe un truc là. C'est ça qui, d'ailleurs, ça m'a fait réfléchir, parce que souvent, on parle depuis quelques années, on parlait beaucoup de. C'est surtout, alors après, c'est le milieu Internet, un milieu surtout des jeunes, où ils parlent comment s'appelle, des mâles bêta, des alphas. Il y a une espèce de mode où il y a une espèce de hiérarchie de l'humanité, tout ça, comment ça fonctionne au niveau du mindset, au niveau des rapports sociaux, tout ça. Et souvent, les mecs, souvent, chez beaucoup de mecs, il y a la quête de vouloir devenir un alpha, devenir un être supérieur, tout ça. Et j'en suis arrivé à je veux dire, pas la certitude, mais j'ai compris avec le temps, avec l'expérience, qu'on peut très bien monter, décliner, rien n'est sûr, rien n'est définitif. Pendant un moment, j'ai été, j'ai envie de dire, très socialement extraverti, ouvert, machin. Et il y a un moment, pendant quelques temps, pendant un an ou deux, où j'étais vraiment devenu hyper extraverti, vraiment à flipper pour tout et rien. Bon, là, ça va, j'en suis sorti. Mais il y a des moments, en fait, on a des hauts et des bas, ça fluctue pas mal. Et comment dire, j'ai compris que l'humain, en fait, est jamais réellement. L'humanité, enfin, notre humanité personnelle, déjà, on a notre personnalité, bien sûr. Il y en a beaucoup qui disent qu'on change jamais vraiment, mais je pense qu'à la marge, ou même il peut y avoir certaines subtilités, et je pense qu'on peut évoluer, régresser également. De toute façon, on le voit très bien quand on vieillit, au niveau des facultés, tout ça. Et c'est pour ça que le travail sur soi, ça doit être permanent. On doit constamment se remettre en question, se mettre des petits défis, sortir de sa zone de confort, parce que la zone de confort, très généralement, on affilie ça au sport. Genre, tiens, plutôt que de faire de la marche nordique, je vais courir, plutôt que de faire des muscles, je vais faire, je sais pas, du crossfit ou des trucs comme ça. C'est sortir de sa zone de confort, je suis d'accord, mais la zone de confort ne doit pas être que physique, elle doit aussi être mentale. On doit pouvoir se repousser des limites, se dire, tiens, je vais lire plus de bouquins, je vais avoir plus de réflexion, je vais regarder, je vais écouter d'autres musiques, regarder d'autres films que j'ai l'habitude de voir, parce que même dans le loisir, on a nos zones de confort. Moi, par exemple, il y a mes films que j'aime bien, il y a mes films que j'aime bien regarder, et je suis assez timide pour voir autre chose. Même chose pour mes musiques, j'écoute toujours les mêmes. De temps en temps, je me force à écouter de nouveaux trucs, découvrir de nouvelles choses, à aller vers d'autres personnes également, vers des personnes qui ne pensent pas spécialement comme toi, qui ne sont pas de ton bord politique, qui ne sont pas de ton bord idéologique ou ce que tu veux, n'importe quoi. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment pratiquer régulièrement. Et j'ai remarqué qu'en France, on a un petit peu ce problème, c'est on s'enferme beaucoup dans nos zones, on a du mal un petit peu à s'ouvrir. C'est ce que j'ai remarqué à force de voyager, à force de découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. Bon, excuse-moi. Mais alors, être à flux tendu tout le temps, avoir une énergie comme ça, tout en haut, permanente, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Tu vois, tout le temps se challenger. Est-ce qu'il n'y a pas des périodes aussi où il faut être peut-être plutôt sur un plateau, ou tu vois, avoir les conséquences de ce qu'on a fait déjà, savourer, enfin s'arrêter, tu vois, regarder en arrière un peu ce qu'on a fait. Je sais pas. Généralement, tu sais, on a le temps de savourer. Avant que je commence à me remettre en question, déjà, il y a un petit moment où je stagnais, tu vois. Par exemple, ne serait-ce que quand j'ai commencé sur ma chaîne, tu vois, juste pour prendre l'exemple de YouTube, pendant des mois et des mois, je faisais toujours les mêmes miniatures pourraves, les mêmes vidéos foirées, etc., mal scriptées, mal scriptées, mal écrites, tout ça. Et j'ai mis un temps avant de me rendre compte que, c'était foiré, qu'il fallait que je recommence. Et je pense que de toute façon, il y a toujours un temps de latence avant de se dire, faut que je bouge, faut que je change, etc. Enfin, c'est mon avis. Je ne sais pas si je réponds concrètement à ta question. Mais je comprends où tu veux en venir, et excuse-moi si je n'ai pas complètement répondu. Non, tu réponds parfaitement à la question. Non, c'est cool. Moi, déjà, comment je t'ai découvert, je pense que c'est aussi une porte d'entrée que d'autres gens ont eu. En fait, je suivais déjà un petit peu le YouTube cinéma français. Et puis, même s'il y a des gens, voilà, ça bug un peu, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Même s'il y avait des gens, et il y a encore des gens que j'apprécie, en fait, en basculant d'une vidéo à une autre, d'un youtubeur à un autre, en fait, je suis tombée sur tes vidéos, et là où, j'ai eu le coup de cœur, et là, en fait, il y a deux éléments qui font que ça m'a particulièrement plu. Le premier élément, c'est que tu faisais fréquemment des lives, donc j'ai pu aussi te voir interagir avec tes abonnés, te voir échanger de manière informelle sur tout un tas de sujets, enfin, voilà, qui venaient à droite, à gauche, un peu en fonction aussi des réflexions des internautes. Donc, ce côté-là, déjà, j'ai trouvé ça super, même si je pense que c'est un énorme boulot, même si c'est informel, ça demande beaucoup d'énergie.
Mais au moins, enfin voilà, tout de suite, on va dire, j'avais l'impression d'être un peu dans une communauté, un peu dans le bain. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui fait que j'ai écouté avec attention tes vidéos et que j'ai après été accrochée, c'est que ça a été des vidéos sur des films ou des genres au cinéma ou des réalisateurs qui sont parfois boudés, selon moi, hein, en France, qui sont pas, comment dirais-je, c'est pas des films d'arrêt d'essai. Pour ma part, par exemple, j'aime bien tout ce qui est effets spéciaux, alors, pas gratuit, hein, mais j'aime bien les blockbusters, j'adore les dystopies, les films d'anticipation, les films catastrophes. Bon, forcément, c'est rarement des films français. On va peut-être laisser de côté Sous la Seine, qui m'a pas complètement convaincue. Et ça, c'était la première fois, en tout cas en français, que c'était abordé autant sur une chaîne, aussi frontalement, et sans pudeur de vierge, tu vois, type, bon, j'ai bien aimé, mais il faut pas trop le dire non plus, parce que c'est pas très sérieux. Bah écoute, bien sûr, d'abord parce que comme en plus toi tu parles avant tout de fantastique, tout ça serait bien qu'on embraye là-dessus, mais avant ça, j'aimerais justement parler de ce que tu as noté, enfin de ce que tu as relevé, c'est par rapport à l'énergie, par rapport au fait que j'interagisse beaucoup, et c'est vrai que j'interagis énormément avec ma commu, en fait je ne me rends pas compte, mais par rapport à d'autres, oui, la moitié de mes contacts maintenant c'est des abonnés, il y en a pas mal avec qui j'entretiens des contacts réguliers, tout ça, j'organise souvent des IRL, donc des rencontres entre abonnés. Alors bon, moi j'habite à Caen, c'est pas spécialement un point névralgique. Je veux dire, on n'est pas à Paris, mais quand même, j'en ai rencontré pas mal. Et je veux maximiser, je veux dire, ce rapport, cette proximité. Parce que j'ai quand même maintenant, je ne vis pas de YouTube, mais presque. En moyenne, je me fais entre 400 et 600 balles par mois avec YouTube. Avec les dons, si on rajoute ça, ça peut monter à 600. Je reçois environ entre 100 et 150 euros de dons par mois. Moi, je pars du principe qu'il y a une certaine forme de réciprocité. Mes abonnés me font vivre, ils me font survivre. Et ça, je leur dois, le minimum que je leur dois, c'est du contact. Et coup de bol, j'aime bien les gens, j'aime bien interagir. Et YouTube, pour ça, je remercierai jamais assez cette plateforme. C'est qu'elle m'a permis de rencontrer des gens qui sont extraordinaires. Et sur un autre cas de figure, jamais j'aurais pu rencontrer ces gens-là. Étant donné que je suis issu du prolétariat, que je n'ai pas spécialement, on va dire, de réseau, j'ai même zéro réseau de base. Vraiment, j'ai démarré sans rien, avec que dalle, aucun entourage qui pour me pousser ni rien, pour me faire rencontrer un tel ou un tel. J'ai démarré tout seul. Et mine de rien, déjà à titre personnel, juste avec mes petits moyens, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient extraordinaires. Mais YouTube m'a fait décupler ce type de rencontres. Toi qui es professeur, des abonnés. Là, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur une série de MMA. Tiens, ce t-shirt, voilà, ce t-shirt. Tu vois, ce t-shirt, c'est un abonné qui me l'a offert. C'est un abonné qui est en Suisse. Non, mais c'est génial, le mec, c'est un champion de boxe taille. Il m'a envoyé ce t-shirt, tu vois, pour que comme ça, par amitié. Je fais la pub pour son gym, mais le mec, il s'en fout. Sa vie est faite. Il a fait des tas de combats, il est père de famille et tout, tu vois. Mais tu vois, on a entretenu on a amorcé un début d'amitié. On se parle souvent sur Discord. Je l'aide un petit peu pour sa chaîne, pour son TikTok, etc. Et ça aurait jamais été possible sans YouTube. Et pareil, d'autres personnes absolument géniales que j'ai rencontrées, j'en suis vraiment. Enfin, je trouve ça génial, c'est fantastique. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ce siècle est juste merveilleux. Et je suis assez, saoulé par le côté un petit peu, on va dire, désespéré de certains par rapport à, mon Dieu, 2023, 2025, gna gna gna. Enfin, il y a énormément d'éléments juste inespérés à l'heure actuelle. Internet nous a permis énormément de choses et YouTube a permis de nous rapprocher. Et moi, c'est ça que je veux. Je veux me rapprocher des gens, je veux me rapprocher de ma commu que j'ai créée. Et je pars encore dans tous les sens, mais ça, c'est un truc dont je pourrais parler pendant des heures. Mais pour revenir à l'énergie, c'est vrai que répondre, ça demande de l'énergie. Tu vois, je fais des lives réguliers juste pour interagir avec les copains, parce que, voilà, mes abonnés, tout ça. À la base, on m'a plus conseillé de faire des lives à thème, parler de tel ou tel film, mais je préfère vraiment discuter avec les gens directement dans le chat. Bon, il y a assez de gens avec qui je peux discuter, je réponds aux questions, etc. Mais pour revenir vite à l'énergie, par exemple, c'est bête, mais répondre aux commentaires, et j'en reçois pas mal forcément, et ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Dans la journée, généralement, je donne entre 30 minutes et 1 heure pour répondre aux messages. Et mine de rien, ça demande de l'énergie parce qu'il faut adapter sa réponse en fonction de la question, en fonction du message. Quand on m'envoie des messages, je réponds rarement merci, à plus, bisous. Tu vois, non, je veux répondre en fonction du message qui est envoyé parce que souvent des mecs envoient des pavés et par principe, j'estime qu'il faut répondre un minimum. Et je réponds pas à tout, hein, crois-moi. Et il y en a plein il y en a tellement, je veux dire, j'ai du mal à gérer tout ça. Et pourtant, j'ai une toute petite chaîne, je ne suis pas énorme, quoi. Et pourtant, je reçois quand même pas mal de messages. Et le truc, c'est que, mine de rien, répondre à un message, ça demande du temps, entre 1 et 5 minutes parfois. Et le truc, c'est que quand tu es concentré sur un message, tu réfléchis à ce qu'il dit,
tu adaptes ton texte tu adaptes ton ton au sien, tu rebondis sur ce qu'il a dit, tu réfléchis à des éléments pertinents qu'il peut avoir ressortis, mine de rien, ça consomme, je veux dire, ça te prend un petit peu d'énergie. Et c'est vrai que ça, on y pense, enfin, on n'y pense pas, j'y pensais pas sur le coup quand j'ai commencé, mais c'est vrai, entretenir du contact, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement, psychologique soit-il, cognitif, mais c'est de l'investissement. Bref, je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Bon, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Même aller au-delà, donc c'est génial parce que tu explores des choses. Tu vois, tu nous dis des choses spontanément qu'on ne peut pas deviner quand on n'est pas dans cet univers, quoi. On a une vision hyper. On a l'impression de connaître, mais en réalité, ça reste très abstrait. Et alors, au niveau de mon deuxième volet, quand je te parlais de films un peu que certains qualifieraient de mainstream parce qu'ils font beaucoup d'entrées, parce qu'ils ont l'air voilà, moins intello, on va dire, que d'autres. Est-ce que tu as l'impression que c'est ta marque de fabrique? Est-ce que tu as l'impression que c'est délibéré? Ou alors tu as juste suivi ton mood, ton feeling, tes goûts? J'ai juste suivi mon mood et j'ai vraiment, je pense, avoir mis le doigt sur quelque chose, et c'est de pire en pire, en fait, c'est de plus en plus, c'est que nous, les Français, on est à des années-lumière du professionnalisme anglo-saxon, espagnol, coréen, machin. Je m'aperçois que quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on a très peu de productions, très peu de films vraiment réussis. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a un souci dans le mindset et l'état d'esprit français en général. Et souvent, quand je dis ça, par exemple, qu'en France, on ne sait pas faire des grands films, on va tout de suite me rétorquer que c'est pas vrai. On va me sortir l'exception qui confirme la règle. Par exemple, les films de genre. Moi, je suis amateur de films de genre, films d'horreur, tout ça, machin, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Enfin, comme beaucoup de gens. Et le truc, c'est que quand je révèle quand je rappuie sur le fait qu'en France, on n'a pas produit énormément de grands films réussis là-dessus, on me sort vraiment des petites anecdotes, des bons films, quelques bons films, mais très rares, comme par exemple Martyr, qui date de 2008, ça commence à dater. Oui. Alors oui, j'entends bien que c'est un bon film, mais ça nous fait un sur combien? Quand on regarde les films de genre sortis l'année dernière, c'était pas fameux, quoi. Et quand on creuse, généralement, quand on a un bon film de genre, du moins français, bah, généralement, tout le film n'est pas bon. On peut compter que sur le début, la fin est souvent foirée, il y a souvent un parti pris idéologique, comme par exemple, c'était le cas pour Vermine, ou encore Le règne animal, où en fait, c'est des films qui nous parlent comme si on était des enfants. Et ça, c'est un truc que j'ai tilté en France, c'est qu'on nous parle comme si on était des gosses. Il y a toujours un message, on va dire, même pas subliminal. Pédagogique, didactique, il faudrait nous apprendre le professeur dans sa petite tour d'ivoire qui donne généreusement. Alors, c'est vertical, quoi, c'est pas. Vertical, c'est vertical, c'est exactement ça, c'est bien dit. Parce que, par exemple, un exemple trivial, Le règne animal, un film qui est sorti l'année dernière avec les gens qui se transforment en animaux. Okay. Pourquoi pas? C'est sympa le projet, quoi. Tu vois, bon, on arrive 20 ans après X-Men, original, c'est toujours ça, on arrive toujours 10, 20 ans après les autres. Vraiment, j'ai remarqué dans le cinéma français ou dans les séries, on produit toujours des trucs que les Américains ont déjà fait il y a 10 ans. Par exemple, là, ce matin, j'ai fait une critique de La Cage, une série de MMA. Comme par hasard, les Américains ont sorti une super série sur le MMA il y a 10 ans, en 2014. Le réalisateur de la série Netflix dont je parle, Franck Gastambide, il y a quelques années, il a tourné une série Validée, ça s'appelle Validée, qui est en gros une espèce de repompage d'une série américaine d'il y a 10 ans. Là, j'ai vu une bande-annonce d'un film où on voit Vincent Lindon dans sa bagnole, en train de parler au téléphone. Pendant 2 minutes, c'est ça dans la bande-annonce. C'est le copier-coller d'un film anglais sorti en 2014 avec Tom Hardy. On reprend toujours les trucs 10 ans après. Et Le règne animal, donc, je fais une petite digression, c'est un film donc, où les gens s'en sortent en animaux, donc c'est plus ou moins un repompé de X-Men ou des trucs dans le genre avec les gens qui ont des mutations, des trucs comme ça. Okay. Et pendant tout le film, j'étais comme ça parce que il y a une espèce de message enfantin où en gros on te balance un message du style les gens se transforment, donc il faut les accepter, c'est le vivre ensemble, etc. D'accord. Mais, tu vois, il y a une espèce une infantilisation et ça se ressent. Jamais les Américains auraient produit un truc comme ça, jamais les Anglais, jamais les Allemands, jamais les Espagnols. Espagnols, ça dépend, mais jamais les Américains n'auraient osé. Parce que quand on critique souvent les productions américaines, mais en attendant, les Américains, ils parlent à leur public comme si c'était des adultes, tu vois. Et ça, c'est un truc en France, malheureusement, qui manque de plus en plus. Et bref, excuse-moi, qui manque de plus en plus. J'ai l'impression que, en fait, nous, dans le cinéma français, il y a un peu il n'y a pas autant de concurrence, il n'y a pas autant de pression aussi commerciale
qu'aux États-Unis, où il faut vraiment te défoncer si tu veux, bah, déjà au niveau des budgets, et si tu veux avoir des rentrées. Et j'ai l'impression que nous, en France, en fait, que le film marche ou pas, bah, ça n'empêche pas de reprendre la même recette avec le même réalisateur, toujours les mêmes acteurs. Bon, j'aime bien Vincent Lindon, mais tu vois, bon, à force, j'aimerais bien aussi avoir d'autres gens beaucoup plus. Et donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a ça. Et puis de deux, même sur les projets de films, des fois, je vois des films sortir, je me dis, mais attends, comment ça se fait qu'ils aient eu autant d'argent pour faire ce truc-là qui ressemble déjà à fond à d'autres choses et ouais, dont le discours est et parfois, bah, tu te dis, on nous prend quand même un peu pour des enfants, quoi. Donc, j'ai l'impression aussi que le côté économique joue vachement. Après, j'y connais rien. Justement, tu vois, c'est bien que tu mettes le doigt dessus parce que dans le cinéma français, surtout ceux qui bossent là-dedans ou ceux qui sont vraiment, tu sais, les mecs qui vont dire oui, mais le cinéma, c'est pas une question d'argent. Bah si, justement, s'il y a bien un média où l'argent doit être prédominant, c'est le cinéma. Le cinéma, à la base, c'est la sélection naturelle. C'est ceux qui ont la dalle et qui sont les plus talentueux, qui ont des choses à dire, qui doivent en faire du cinéma. C'est anormal qu'on ait autant de productions qui n'aient rien à dire, qui se ressemblent les unes après les autres, jour après jour. T'as l'impression que c'est un jour sans fin. Les films de Claude Lelouch, je sais pas, on va voir les Tuches 5. On a Didier Bourdon nous sort un film tous les 6 mois, peut-être. Même chose pour Christian Clavier. D'ailleurs, on peut noter un truc. Tu prends par exemple, bon, je vais pas les comparer, mais tu prends George Clooney, Brad Pitt, j'en sais rien, moi, qui d'autre, je sais pas, Matthew McConaughey, des gars comme ça. Généralement, ils te font des films une fois tous les 2, 3, 4 ans, voire plus. Daniel Day-Lewis, il te sortait un film tous les 10 ans. Nous, les Français, ils sortent des films tous les 6 mois. François Civil, on l'a vu dans 4 films en 2023. 4 films. Oui, Adèle Extrapopoulos, pareil. Tu sais, c'est les nouvelles, soi-disant, les nouvelles têtes. Même chose pour comment il s'appelle, Pierre Ninet, tu vois. Ces mecs-là, ils font que de tourner des films non-stop, des séries, tout ça. Et ça, pour moi, c'est suspect parce que je me dis, attends, si vraiment les mecs étaient talentueux, si vraiment ils se donnaient à fond dans un rôle, ils seraient cramés. Parce que tourner un film, c'est fatigant, mais en plus, quand tu joues un personnage qui n'est pas toi-même, bah mine de rien, ça te flingue au niveau de l'énergie parce que tu dois te mettre dans un autre mindset. Tu sais, quand tu joues, tu vois, par exemple, le mec qui joue le méchant dans comment ça s'appelle, dans La Ligne Verte, celui qui joue Percy, le mec, il a dû en chier parce qu'il s'est foutu dans le mindset d'une crevure, tu vois, d'une ordure totale. Et j'imagine qu'après ça, le mec, il a dû mettre du temps avant de s'en remettre. Comme certains acteurs, des fois, s'en remettent même pas, hein, comme Heath Ledger qui avait joué le Joker, le mec, il en est quasiment mort. C'est les mecs, ils vont à fond, ils vont jusqu'au bout, tu vois. Alors que nous, ils jouent eux-mêmes. Tu vois, quand je vois François Civil, je ne vois que François Civil qui fait du François Civil. Quand je vois tu vois, Pierre Ninet, je vois Pierre Ninet qui fait du Pierre Ninet. Il n'y en a aucun, même Gérard Depardieu, tu vois, bon, qui a disparu. Tu vois, mais Depardieu, sur ces 10 dernières années, nous sortait 2, 3, 4 films par an. Ça ne ressemble à rien, tu vois. Si vraiment les mecs étaient à fond dans leur acting, ils nous sortiraient un film tous les 3 ans, pas plus. Et pour revenir à l'histoire de financement, c'est que les Américains, eux, pour faire un film, il faut que ça rapporte du pognon. Si tu foires 2 films, tu dégages. Tu vires, ou alors tu as intérêt à bosser très dur pour revenir sur le devant de la scène. Alors qu'en France, il y a les systèmes de subvention, le CNC, tout ça, ce qui fait que les mecs, qu'importe si leur film il se plante, ils seront sûrs de toucher l'argent du CNC. Tu vois, de toute façon, tout le monde le sait, ça, tout le monde le dit. Même Groland en rigole. Même Groland a fait un sketch là-dessus. Tu peux taper sur, je crois que c'est Groland Cinéma machin. Ils ont fait une parodie d'un mec qui imite Depardieu et qui, en gros, qui dit face caméra, qu'importe quoi que je fasse, ce film sera remboursé par les subventions, je sais pas quoi. Tout le monde le sait maintenant, tu vois, mais bon, ça continue, et c'est pour ça que le cinéma, cinéma français, bide, et surtout le pire, c'est les 9% du cinéma français ne l'assument pas, alors que pourtant c'est quand même un marqueur objectif, c'est qu'on fait rêver personne. Personne se bouscule pour le cinéma français. Les Américains s'en foutent de ce qu'on fait, les Espagnols se foutent. Ils vont pas venir chercher nos acteurs. C'est à part les actrices. Si tu regardes bien, les actrices françaises, elles cartonnent. Mais si tu regardes bien le message subliminal, c'est quoi pardon. Il y a Omar Sy. Omar Sy, il a fait 3 films. Là, je sais pas si tu es au courant, mais il est rentré en France. Hein. Ah, d'accord. Okay. Ah ouais, maintenant, il habite à Paris. Ils ne s'en sont pas trop vantés, mais en gros, il a vendu sa résidence à Los Angeles. Il l'a vendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il avait cartonné Intouchable, il y avait toutes les caisses de résonance qui disaient Omar Sy, meilleur acteur, machin. Les Américains, ils se sont dit, bah tiens, allez, les Français, parce qu'à l'époque, il y avait Internet et tout, mais c'était pas non plus hyper diffusé comme aujourd'hui. Ils se sont dit, bah tiens, visiblement, c'est leur Denzel Washington local, on va lui donner sa chance, on va le faire tourner dans un Jurassic Park, on va le faire tourner dans un X-Men. Les mecs, ils ont vu qu'Omar Sy n'avait pas du tout d'acting, n'avait pas du tout ce truc d'acteur studio. Je veux dire, tu le fous à côté d'un Forest Whitaker, tu rigoles, quoi, tu vois, ces mecs-là, ils boxent pas dans la même catégorie. Et le truc, c'est quand tu regardes la filmographie d'Omar Sy, il n'a rien tourné en fait. Il a tourné qu'en France.
Et les Américains, c'est comme ça. Si tu n'as pas de talent, tu dégages. Et donc, ils ont bien compris qu'Omar Sy, il ne pouvait pas le faire tourner dans des films de haut standing avec des mecs vraiment déter. Donc, il n'a pas eu de proposition. Puis, là-bas, c'est capitaliste land. Hein. Donc, il a dû vendre sa maison, retourner en France. Et maintenant, on va le voir que dans des productions françaises. Et alors, justement, parce que les détracteurs de ça vont toujours te dire oui, mais s'il n'y avait pas toutes ces aides et ces subventions, c'est important pour que la culture continue de vivre, parce que sinon, d'une, elle serait aux mains de gens pas forcément bien intentionnés ou qui feraient de la censure ou qui feraient, ou qui disent que ouais, c'est quelque chose, c'est un gros poste qu'il faut encourager parce que c'est aussi le truc à la française, tu vois, un peu notre marque de fabrique. C'est là où le bas blesse, quoi. C'est que je suis aussi d'accord avec cette idée. Tu vois, pour moi, c'est très bien qu'on file du pognon à des artistes. Parce que la France, on peut reprocher ce qu'on veut, mais n'empêche que il y a des activités, tu vois. J'ai été pendant un moment, je disais qu'en France, on s'emmerdait, qu'il n'y avait pas grand-chose, etc. Mais en vrai, notamment quand j'étais à la fac, il y a je ne sais pas combien d'associations, je ne sais pas combien de centres qui proposent des concerts, des trucs comme ça. Ça bouge tout le temps, en vrai. Et mine de rien, c'est pour ça que je marche un peu sur des œufs quand je critique tout ce système, parce que mine de rien, il y a énormément d'argent qui sont alloués à l'art, aux intermittents du spectacle, à ces mecs-là qui font des trucs, qui font des activités, des animations. Et ça, c'est une bonne chose. Le truc, c'est que moi, ce qui m'embête, c'est plus, on va dire, l'argent qui est mis dans le cinéma, parce que c'est encore autre chose. C'est un truc qui est un peu plus, pour moi, qui est un peu plus sérieux, dans le sens où le cinéma, c'est quand même, excuse-moi si je prends des raccourcis, mais le cinéma, c'est un petit peu notre vitrine. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'exporte avant tout? C'est pas nos artistes, c'est les films avant tout. Je veux dire, et le truc, c'est que le cinéma, c'est un peu notre reflet, tout comme le cinéma américain est le reflet de l'Amérique. On connaît strictement rien des États-Unis, je ne connais absolument rien à ce pays, je ne connais pas vraiment les coutumes. Tout ce que je sais des Américains, c'est leurs films. J'aimerais, tu vois, que les étrangers, ils savent à peu près, ils aient une bonne image de notre pays. Seulement, c'est pas avec nos films qu'on fait rêver le monde entier, tu vois. Et c'est ça c'est paradoxal en fait. C'est comme dans tout dans la vie, c'est ni blanc ni noir, c'est gris, tu vois. Et là, pour le coup, si je me fais comprendre. Alors, c'est amusant aussi que tu dises ça parce que tu es quelqu'un de très nuancé qui n'hésite pas à aller dans la contradiction de ses propres propos. Des fois, tu vas à rebours de toi-même ou tu reviens sur des choses que tu as pensées et tu dis, voilà, là-dessus, ma pensée, elle a changé du tout au tout, ou elle a évolué. Tu n'as vraiment pas peur d'être dans, comme on dit, l'autocritique ou la contradiction, quoi. Et alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui vont justement te trouver clivant. Bon, c'est quelque chose que j'arrive pas forcément à comprendre. Et comment est-ce que déjà tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord parce que. Oh, pardon, vas-y, c'est quoi ta deuxième question? Ouais, et est-ce que tu le comprends? Ou pourquoi, à ton avis, il y a quelque chose, c'est quelque chose qui se dit, quoi? Eh bien, je peux comprendre. Alors, c'est agaçant quand on me taxe de clivant. Alors, d'abord, j'ai la réaction émotionnelle en premier, en mode, mais pour qui tu te prends? Je veux dire, non, je ne suis pas clivant, tu vois bien que je suis remis en question. Mais il faut toujours, systématiquement, et ça, c'est un truc que je pratique de plus en plus avec l'âge, c'est que j'apprends, en fait, à avoir toujours un peu de recul. C'est-à-dire que la personne qui s'adresse à moi, qui me taxe de clivant, qui c'est? D'où il vient? Quel âge il a? À quelle catégorie sociale elle appartient? Parce que moi, mon discours peut paraître dur. Il peut paraître dur parce que moi, j'ai une façon, j'ai une façon cash de dire les choses. Je suis issu du prolétariat et dans le prolétariat, on ne mâche pas trop nos mots, on est rentre dedans et ça peut choquer certains. Je vois très bien mon rapport, par exemple, déjà de par ma génération, comme j'ai passé la trentaine, je vois très bien ma façon de parler, mes habitudes, les habitudes, tout ça par rapport aux jeunes générations. Je vois bien qu'il y a une galaxie qui nous sépare et je vois très bien en plus, comme je le voyais très bien avant, le monde qui me séparait entre dans ma vision du monde de type prolo, terre à terre machin, avec ceux qui sont issus des classes sociales un peu plus privilégiées. Je vois très bien la différence qu'il y a. Donc, quand je me fais juger par quelqu'un, j'essaye toujours de me mettre dans sa tête, même si je n'y arrive pas toujours, mais je pars du principe que chaque individu a ses raisons. D'ailleurs, c'est pour paraphraser une citation de Fernand Léger, un auteur, un peintre normand. Donc, je fais la publicité pour ma localité. Attention, tout ce que je te dis là, c'est pas des trucs que je sais depuis des années. J'estime avoir atteint une certaine forme de maturité vers le début de la trentaine. Avant ça, j'étais con comme un balai. Et depuis que j'ai passé la trentaine, j'ai mon cerveau qui a popé, qui a appris beaucoup plus de trucs, qui est devenu un peu plus philosophe. Et pendant une exposition, je faisais le photographe pour une assoce là, et donc il y avait un mec qui faisait une expo sur Fernand Léger, et le mec il disait, et je trouve ça très bien ce qu'il dit. En gros, Léger il expliquait que qu'importe votre bord politique, qu'importe votre origine, qu'importe d'où vous venez,
En fait, c'est très bateau, en même temps c'est bateau et c'est profond, il faut respecter l'opinion de chacun parce que chacun a ses raisons. Et c'est ça qui a résonné dans ma tête, chacun a sa raison. Bah oui, chacun a ses raisons parce que un tel vient de ce milieu, donc naturellement, il va être contre ce que je dis, machin vient de tel monde, etc., donc il ne peut pas comprendre le mien. Donc, j'essaye, tu vois, quelque part, d'essayer de capter et comprendre les ressentis des autres. Et ça, c'est très dur parce que j'essaye d'avoir… Ah ouais. Tu vois, j'essaye d'être en même temps moi-même et à la fois, j'essaye d'avoir un maximum d'ouverture d'esprit et de parler au plus grand monde. Et certains vont dire, oui, mais parler au plus grand monde, c'est pas possible. Ouais, ben j'essaye à mon petit niveau, c'est pas évident, mais j'essaye. Et cette proximité, en fait, ça fait tellement du bien parce que déjà qu'on est derrière un écran, si en plus il y a une deuxième frontière de la personne, tu vois, moi c'est ce que j'adore avec Internet. Enfin, c'est ce que je vais chercher avec Internet en tout cas. Et je pense qu'on est hyper nombreux, même dans ma génération, à aller chercher ça parce qu'on est énormément derrière nos écrans et en même temps on a ce souci, enfin je sais pas, cet appétit pour les relations, on va dire sans phare, que ce soit pas trop surtravaillé ou ouais, surjoué, quoi. Un peu comme au cinéma, finalement. Et ce boy next door, toi, YouTuber next door, en quelque sorte, quoi. Bah, c'est bien trouvé, ça. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur une journée classique de YouTuber cinéma. Donc, est-ce que déjà, les journées se ressemblent? Est-ce que y a des tâches qui te semblent beaucoup plus difficiles que d'autres? Est-ce que le plaisir que tu prends est identique? Bref, est-ce qu'il y a un moment précis que tu attends où tu te dis allez, là, c'est vraiment la récompense de mes efforts, voilà, comme tu veux. Oh, bah écoute, oui, pas de problème. Bah, quand tu veux, là, je démarre quand? Ah, mais ça y est. Hop. Ok, bah alors écoute, la journée type d'un YouTube sur ma chaîne. Alors, il faut prendre en compte plusieurs types de journées. Il y a, et encore, c'est pas fini parce que, en fait, je me rappelle encore de mes débuts quand j'ai commencé ma journée type, quand j'étais vraiment à 0 abonné. Je me rappelle bien de ma journée type quand j'étais à 500, quand j'étais à 1000, quand j'étais à 5000, quand j'étais à 10 000, quand je suis à 20 000. C'est, tu vois, une évolution au niveau de ta mentalité, de ton mindset. Et une chose est sûre, c'est que bah, la première fois, quand j'ai démarré mes premières vidéos, qu'est-ce que c'était horrible. Mon Dieu, je crois que toi, j'imagine, ça devait être pareil. Tous ceux qui se lancent sur YouTube la première fois, les premières vidéos, c'est les pires. Quand tu te montres, mais c'est atroce. Il faut que tu acceptes. C'est tellement chaud. T'as qu'une envie, c'est arrêter, en fait. Comment? T'as qu'une envie, c'est tout arrêter, direct. Ouais. Plusieurs fois, je me regardais dans le reflet, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est ridicule. T'es complètement débile, c'est pas pour toi. T'as l'air d'un guignol. Vraiment, et le pire, c'est que tu vois, j'ai forcé, tu vois, et mine de rien, je me rappelle des débuts, à quel point je galérais, à quel point je me demandais où j'allais, et le début, c'est le pire, parce que tu sais pas si tu vas capter une audience, tu sais pas si tu vas passer pour un con, tu sais pas si on se fout de ta gueule, tu sais pas si tu vas finir, si tu vas disparaître dans les méandres de YouTube, et tu peux aussi dire, bah, je vais y arriver, je vais être au top du top. Or, c'est jamais comme ça que ça marche, tu vois, tu dois gratter, travailler dur. D'ailleurs, on dit souvent que, en fait, beaucoup disent, ouais, mais YouTube, fallait démarrer en 2010, 2014, 2013, à cette époque-là. Bah oui et non, parce que j'en connais qui ont essayé, mais qui se sont foirés exactement comme on se foire aujourd'hui. C'est pas parce que tu démarrais il y a 10 ans que tu avais plus de chances de t'imposer. Même si tu t'avais démarré il y a 10 ans, pour popper, quand vraiment, j'estime que YouTube a vraiment commencé à popper en France au moment du confinement, notamment du côté des youtubeurs ciné. Je vois bien, tous ceux qui ont démarré pendant le confinement, c'était la meilleure période. Hein. C'est là où les mecs tapaient dans des 100, 200, 300 000 vues. Et le truc, c'est que, comment dire, si tu avais commencé sur YouTube dans les débuts de YouTube, début 2010, bah, tu aurais quand même mis des années avant de grossir. C'est une erreur de croire que si on avait démarré il y a 10 ans, on aurait tout de suite eu le succès de ouf. Parce que, par exemple, quand on pense à ceux qui ont démarré il y a longtemps, on pense à Thibaut InShape, on pense à Norman, on pense à ces mecs-là. Mais le truc, c'est qu'il y avait, c'était pas les seuls. Il y avait d'autres youtubeurs fitness avant Thibaut InShape et bien après lui, et pourtant, bah, ils n'ont pas percé autant. Bref, je fais une digression. On a un prisme déformant et ça semble le boulot facile ou juste tu t'éclates toute la journée en te regardant parler de trucs qui te passionnent, quoi. Il n'y a pas plus, faux, j'ai l'impression, en fait. Ah bah, je sais pas. En fait, c'est que je sais pas s'il y en a vraiment qui prennent plaisir à se regarder
Et le pire, c'est qu'on se regarde quand on filme, mais en plus, il faut faire le montage derrière. Donc, il faut se réécouter, il faut voir sa gueule. Mais c'est atroce, quoi. Et d'ici là que tu aies les moyens de te payer un monteur pour faire le sale boulot, bah, tu as beaucoup de temps, tu as beaucoup de taf avant d'y arriver, quoi, avant de décrocher suffisamment de revenus. Mais pour revenir vite faire à ma journée type, bon, alors les débuts, c'était horrible. Hein. Je m'en souviens encore. Vraiment, il y avait des moments, je te jure, je me souviens, quand j'ai commencé mes premières vidéos, des fois, je buguais, je regardais la caméra et j'étais comme ça. Je savais pas quoi dire parce que j'étais keblo, quoi. J'étais bloqué là-dedans, quoi. Je savais pas quoi faire. C'était angoissant. Et dès que tu commences à y penser, t'es foutu. Là, tu te dis, mais bon, j'arrête, pourquoi je continue? Là, tu rentres dans une spirale infernale et c'est terrible. Et ça demande, mine de rien, une grosse gestion au niveau psychologique, au niveau force mentale. Il faut être fort mentalement pour supporter ça, quoi. Et aussi être fort déjà pour supporter tes propres critiques et aussi supporter les critiques des autres. Et ça, c'est encore pire, parce que tu peux tomber sur des gens qui se foutent de ta gueule, qui se moquent de toi, tout ça. Mais en général, ça va. C'est plutôt... Les gens sur YouTube sont beaucoup moins énervés, beaucoup moins méchants qu'il y a 10-15 ans. Je ne sais pas si tu te souviens du YouTube de 2007, 2008, 2009, mais genre, tu avais des menaces de mort, tu avais des mecs qui disaient des dingueries, tu vois. C'était genre, il y avait... petite anecdote, hein, c'était genre une... Il y avait dans les années 2008-2009, je crois, il y avait une petite meuf de province qui avait fait un rap à la con sur YouTube. Et genre, elle s'était faite insulter dans les sections commentaires, mais elle se faisait traiter de tous les noms, on l'a menacée de mort, tu vois. Ça, c'est impensable aujourd'hui. Mais dans le YouTube d'il y a 15 ans, c'était le Far West, quoi. Et donc, bref, c'est encore une anecdote, excuse-moi. De toute façon, tu cutteras au pire. Hein. Mais donc, ma journée type, en gros, bah, de par ce dont je traite, donc cinéma, série télé, jeux vidéo, tout ça. Généralement, il y a 3 types de formats, 3 types de vidéos que je fais. Des vidéos stock que je prépare donc en général pour des vidéos qui, je sais, vont toujours être vues ou vont popper un jour. Par exemple, là, j'ai fait pas mal de vidéos sur The Last of Us, donc le jeu vidéo. Je les ai fait avant que la série télé sorte. De fait, ça n'a pas loupé. Dès que la série est sortie, paf, les vidéos ont commencé à monter un petit peu. Mais pour faire ces vidéos-là, ça demande du travail. Pour une vidéo donc ça, c'est une vidéo stock. Pour une vidéo comme ça, pour une vidéo, je dirais, de 20-30 minutes, ça demande de l'écriture parce que généralement, dans des vidéos stock, donc de stockage, je ne me filme pas, je m'enregistre juste, je fais un montage par-dessus. Bon, bah, ce que je dis, c'est pas de l'improvisation, c'est je lis un truc que j'ai déjà écrit. Et globalement, pour une vidéo de 30 minutes, je dirais qu'il me faut en général entre 3 jours à 1 semaine d'écriture. Rien que l'écriture. Rien que l'écriture, ouais. Et phénoménal. J'inclus dedans la correction. La correction, parce que la correction est presque aussi longue que l'écriture, parce qu'il faut que je revienne sur les éléments de langage, que j'enlève, parce que souvent j'écris plus que je n'écris pas, tu vois, j'écris des pavés qu'on finisse plus, tu sais, donc je suis obligé de cutter, de couper à la hache, tu vois, tous les moments qui rentrent trop. Je réorganise, bien sûr, et j'essaye d'avoir une bonne accroche, un bon storytelling, il faut que ça reste personnel, mais moi, le truc que je veux faire vraiment, c'est taper dans le cœur, taper dans l'âme. Je veux faire en sorte que chaque texte, en fait, accroche dans le sens où je pars du principe qu'il faut dire les choses que les gens ont envie d'entendre. Donc, j'essaye de créer quelque chose, un discours assez, tu vois, presque palpable. Mais ça encore, j'en suis très, très loin. De toute façon, c'est le boulot de chaque d'écrivain, tu vois, c'est presque un travail d'écrivain. De toute façon, tu sais très bien comment ça marche. Mais, bref, donc, pour une vidéo de 30 minutes, j'écris pendant 3 jours, 1 semaine max, en moyenne. L'enregistrement, ça prend une bonne journée parce que quand je m'enregistre, c'est pareil, c'est les gens, ils s'imaginent que quand on s'enregistre, tu vois, c'est genre salut Louise, je m'enregistre tout de suite maintenant pendant que je fais une vidéo. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que là, on parle normalement. À aucun moment, je cafouille. À aucun moment, quand tu parles dans la vraie vie, tu as des moments où tu te plantes. Alors que quand tu t'enregistres avec ton petit micro, tu vois, bah, par exemple, il se passait un jour dans la pénombre. Il se passait un jour. Tu vois, tu dois constamment te reprendre. Et puis, les moments où tu cafouilles, tu t'emmêles les pinceaux, le bruit extérieur, un con qui passe un coup de marteau-piqueur ou un truc dans le genre, qui fait un trou dans le mur, qui tombe le gazon, tout ça. Tu vas prendre ces facteurs en compte. Il y a tout plein de facteurs qui peuvent arriver. D'ailleurs, même pareil, ça me fait pas mal relativiser sur la qualité sonore des endroits. Parce que souvent, j'ai testé une fois, je me suis enregistré dans 2 studios qu'on m'avait proposé dans une MJC. Et les studios étaient complètement éclatés. Pourtant, ils avaient mis le budget, ils avaient mis des fonds verts, tout ça. Le truc, c'est que les murs étaient en placo, ce qui fait que le son était dilué. Il n'y avait aucune qualité audio. Il faut prendre ça aussi en compte. Où est-ce que tu t'enregistres ? Il y avait une époque où j'étais réduit à m'enregistrer dans mon couloir, tellement c'était le seul endroit où je pouvais m'enregistrer, tu vois. Donc, il y a ça à prendre en compte. C'est des petits éléments. Vraiment, YouTube, c'est une succession de petits éléments que tu prends mis bout à bout pour en faire quelque chose. Et ça, tu ne t'en rends compte que quand tu es dedans.
Quoi d'autre encore? Bah, donc, pour une vidéo de stock, donc je récite. Donc, j'en ai pour une bonne journée. Après, je cut le son. Et ensuite, je mets ça donc sur ma piste. Et après, j'ajoute les images, les extraits vidéo, etc. Et là, j'en ai en moyenne pour 2 jours. Si je fais ça bien, et 2 jours non-stop. Hein. C'est-à-dire que généralement, je travaille allongé. Quand je fais mon montage, je suis allongé sur le ventre. Parce que quand je suis allongé, quand je suis assis, tu vois, bah, j'arrondis le dos, c'est pas bien pour le dos. Je préfère m'allonger sur le ventre, je mets un coussin sous le bide et je suis en train de faire mon truc. Je ressemble à un ver de terre, c'est ridicule. Et grosso modo, donc bah voilà, une semaine type, parce que là on parle de semaine pour une grosse vidéo, journée, voilà, qui marche ou non. Et pour une vidéo, on va dire plus classique, où je fais une réaction à un film, bah, ça prend du temps. Par exemple, il y a des moments, c'est dingue. Une vidéo de 30 minutes ou de 20 minutes, je peux l'enregistrer en moyenne entre 35 et 40 minutes, comme il y a des moments où je peux m'enregistrer pendant presque 3 heures juste pour une vidéo de 20 minutes. Déjà, il faut que je trouve la phrase d'intro pour démarrer. Si je la dis bien, déjà d'une, parce que souvent je la reprends. Je fais les salutations, souvent je me reprends. C'est l'un ou l'autre. C'est où je me reprends sans arrêt. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Salut les gars, j'espère que… Tu vois ce que je veux dire? Et des moments, salut les gars, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, blablabla, je parle normalement, il n'y a pas de souci. Des fois, ça vient tout seul, et des fois, ça ne vient pas. Et ma critique de La Cage, là donc, la série sur Netflix, là, qui est sortie, j'ai commencé hier, je me suis enregistré 1 heure pour rien. J'ai recommencé ce matin, je me suis enregistré 1 heure pour rien. Et j'ai recommencé, bah, donc, début d'après-midi, où là, cette fois, j'ai réussi, mais j'ai mis, ouais, une demi-heure pour sortir 15 minutes. Donc, et alors, comment tu gères, on va dire, comment dire, c'est pas la publicité, ouais, de tes vidéos, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Tu les annonces, tu prévois le moment de la sortie, la date de sortie, le jour de sortie, parce qu'il y a entre guillemets, une fois que tu as ta vidéo, je suppose que c'est pas encore fini, quoi. Alors, il y a naturellement une logique du point de vue du timing. C'est que, par exemple, la critique de La Cage, donc la série Netflix, il faut que je la sorte dans les 3 jours ouvrés de la sortie. La série est sortie hier. Techniquement, j'aurais dû la sortir hier soir. Parce que j'ai eu le temps de tout mater. J'ai eu la chance d'avoir le timing. Je n'allais pas en cours de la journée, donc j'ai pu tout regarder. Mais, tu vois, mine de rien, j'ai mis du temps avant de la faire. Et je l'ai tourné le lendemain. Je précise que quand je fais une vidéo comme ça, c'est que de l'improvisation. Généralement, je note des éléments sur un petit papier et comment dire. Et tiens, petit tuto. Comme je suis qu'en impro, ce que je fais, c'est que ce que je note sur un papier, c'est jamais des phrases, c'est toujours des mots, simplement. Par exemple, tu vois, dans la série, il y a un moment où ça se déroule à Varsovie, donc en Pologne. Okay. Et le truc, c'est qu'il y a un élément qui m'a fait chier, qui m'a marqué. Et plutôt que de noter ce qui m'a marqué, j'ai simplement noté Varsovie, tu vois, parce que ça se déroule à Varsovie. Et quand je vois Varsovie, bim, je tilte sur ce que j'ai pensé. C'est aussi une façon de m'entraîner pour que je retienne un maximum d'informations avec juste un seul mot. Après, c'est un truc que je me suis créé tout seul. Alors, tu vois, tu réponds à une question que je me suis toujours posée depuis le début que je regarde des vidéos YouTube. Comment font les gens? Parce que la télévision, tu as un prompteur. Et tu vois, j'ai toujours cherché les cuts en me disant, mais attends, là, est-ce qu'il lit dans sa tête? Et puis après, il machin. Pourquoi? Enfin, par exemple, en plus, vous nous regardez. Donc, je me dis, il est où le papier? C'est tellement ça serait difficile pour moi de faire ça que, ouais, j'ai vraiment… c'est intéressant, quoi, ce que tu dis. Parce que ça fait apprendre… Comme tu dis, c'est du bricolage, en fait. Il y a un moment, tous les problèmes n'arrivent que quand tu commences, parce que c'est même des problèmes, des questions que tu ne te poses pas, tant que toi-même, tu n'es pas face à faire le truc un peu tout seul, et tu dis, bon, ouais, ça avait l'air simple, avec d'énormes guillemets, vu comme ça, et en réalité, ouais, c'est chronophage et énergivore aussi. Parce que j'ai l'impression, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai l'impression que pour tourner… Après, il ne faut pas trop se prendre la tête, je suppose, mais pour tourner soi-même, il faut être dans un bon état d'esprit. Parce que le jour où tu es un peu anxieux, le jour où tu es un peu déprimé, le jour où tu n'aimes pas ta gueule, tu fais comment si tu avais prévu de tourner? Tu te fais péter une dent, n'importe quoi, tu peux plus même simplement avoir une crève. Le fait d'avoir une crève, je suis niqué pendant une semaine, tu vois, parce que j'ai comme ça, tu vois, donc c'est inaudible pour le spectateur. Il y a ça à prendre en compte. Le mood, comme tu dis, parce que bon, on est tributaire de notre environnement et de notre entourage. Tu vois, t'apprends un décès, t'apprends, je sais pas, un accident, t'apprends qu'il t'arrive un truc. Bonne chance pour faire une vidéo après ça et faire comme si rien n'était, quoi. C'est pas possible. Comment dire tu vois, par exemple, franchement, je me souviens, il y a 2 ans, il y a eu une actualité qui m'a bouleversé vraiment. Une histoire de sordide que je ne vais pas dire, tu vois, pour ne pas casser l'ambiance, mais
ça m'a vraiment flingué. Pendant 4 jours, j'ai rien pu filmer, tu vois, parce que j'ai quasiment pas bouffé, ça m'a vraiment atteint moralement et je pouvais rien faire. Et même par principe, des fois, souvent, quand il se passe un truc trop grave, bah, je n'ose pas faire de vidéo parce que bah, il s'est passé un truc et par respect, tu vois, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de parler, tout simplement. Et bah oui, il faut que tu fasses attention à ton mood. Donc, je sais pas, admettons, tu t'es fait larguer, tu t'es fait embrouiller, tu vois, ça influe, tu vois. Tu peux pas bosser dans des conditions comme quand tu vas au travail, tu vois, si t'arrive un truc, une agression, n'importe quoi, tu peux pas être exactement comme tu peux être toi-même. Et donc, c'est vrai que ça influe. Alors après, même chose, t'es de bonne humeur, bon bah tant mieux, c'est un plus. Mais globalement, si les bonnes nouvelles arrivaient tous les jours, ça se saurait, quoi. Et bah ça, faut prendre ça en compte et parfois, faut même lutter, tu vois. Faut même d'ailleurs se renforcer par rapport à ça et se forcer un peu la main. Par exemple, je me suis vraiment dit ça, s'il m'arrive un truc, vraiment une mauvaise nouvelle, bah, je vais essayer de prendre sur moi, à la rigueur, et tenter de me filmer pour voir la différence, voir si j'arrive à me décoller de ça. Alors après, c'est vraiment juste limite par test, honnêtement, parce que cette petite aventure, ça me fait, comment dire, je suis un petit peu quelque part mon propre scientifique. Je me teste moi-même, je vois jusqu'où je peux aller, je vois, j'essaye d'apprendre sur moi-même et en même temps j'essaye de distiller ça aux autres, tu vois, genre en mode bah tiens, par exemple, j'ai ce mood-là à ce moment-là, donc tiens, tenez, par exemple aussi quoi d'autre, bah tiens, le petit tuyau que je t'ai filé par rapport aux mots, là, tu vois, machin, pour réagir. Je vois mon évolution, simplement mon évolution mentale, mon évolution spirituelle, psychologique, machin, sur la durée. Et comment dire, je suis, entre guillemets, je fais mes propres expériences sur moi-même, quoi. Et justement, bah, s'il m'arrive un jour un truc un peu dur, je sais pas, j'apprends, je sais pas, n'importe quoi, que j'ai une maladie ou un truc dans le genre, je vais essayer, tu vois, de faire une vidéo quand même pour faire style que tout va bien, exprès pour voir si je peux continuer par expérience. Mais tu apprends sur toi, enfin, t'es tout le temps remis en question aussi sur, je trouve que ça va loin, quoi. Enfin, disons que c'est pas confortable. Déjà, tu parlais de zone de confort, c'est pas confortable, mais tu apprends plein de choses, quoi. C'est inconfortable, c'est désagréable, mais tu es obligé de passer par là. Et c'est personnel, c'est individuel, ça fait chier, mais tu es obligé d'y passer. Et ça, quelque part, bah, c'est un truc qu'il faut limite faire comprendre aux jeunes, tu vois. Ça va être une pilule dégueulasse à avaler, mais il va falloir l'avaler, quoi. C'est parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux en apprendre sur toi-même. De toute façon, les seuls moments où tu en apprends sur toi-même, c'est dans les moments d'extrême bonheur et les moments de douleur, quoi. Il n'y a que là où tu en apprends sur toi. Parce qu'on peut apprendre de la philosophie dans le plaisir, dans la joie, et il faut justement un peu équilibrer les deux, quoi, tu vois. Et c'est vrai que bah, dans ce genre de cas de figure, bah, c'est malheureux, tu as un punching ball, mais tu te solidifies avec le temps et tu es obligé d'y passer. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, tu n'as qu'une envie, c'est t'envoler, être loin de tout ça, mais tu n'as pas le choix. C'est malheureux. Mais tu vois, que tu sois prof ou youtubeur, enfin, t'en entends des belles, quoi. Parce que, évidemment, bah, comme tu disais, tout le monde ne peut pas t'apprécier. Mais non seulement il y a des gens qui t'adorent, il y a des gens, bah, ils t'aiment bien. Et je veux dire, t'as des gens, ils te détestent, en fait. Ils en font limite une affaire personnelle. Et en plus, bon, après, moi, c'est le côté, en plus, ils n'ont pas le choix, tu vois. Mais il y a des gens, tu crées, tu sais pas pourquoi, une espèce d'animosité. Mais des fois, c'est juste ta gueule, ta voix. C'est même pas encore la façon dont tu présentes les choses, etc. Et je trouve que ça nous oblige vachement à être un peu humble, à devenir modeste, enfin à l'être en tout cas, à accepter ça, plus que dans d'autres métiers où tu n'es jamais, beaucoup moins remis en question, tu vois. Au niveau de mon ego, comment je maîtrise ça, c'est que je n'ai pas spécialement de fierté, je n'ai pas spécialement d'ego. Alors j'ai une certaine forme d'égocentrisme, hein, comme tout le monde, hein, j'aime bien regarder dans la glace, je suis plus beau, je suis plus fort, machin, ce qui n'est pas vrai. C'est mon moment, tu sais, de la journée où je me regarde 30 secondes dans le miroir en mode hey, toi, t'es un beau gosse, tu vois. Mais c'est le seul moment de la journée, tu vois. Le reste du temps, je suis un nobody, je suis monsieur tout le monde, je rentre dans le métro, dans le tram, tu vois, dans le bus, je suis mêlé à tout ça et ça me va très bien. Et je suis content d'ailleurs d'avoir ce mindset en mode je n'existe pas, je ne suis presque personne, je ne forme qu'un tout avec les autres. Et c'est très bien. Et c'est ça aussi qui me permet de me rapprocher de. Et puis aussi, il y a mon humilité par rapport à mon parcours personnel. Je n'ai rien fait de terrible, je n'ai rien fait d'incroyable, je n'ai fait que des conneries dans mon existence, je n'ai fait que ça, je n'ai jamais eu une seule fois un choix intelligent du point de vue carriériste, du point de vue du travail, du point de vue du business, etc. À part dernièrement où je me débrouille pas trop mal, et encore que c'est pas fini. Mais comment dire, moi, j'aime bien l'idée de me dire que mon individualité, en fait, est secondaire. C'est l'important, c'est le tout. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Mais, ouais, non, mais ça se sent vachement, cette générosité, en fait. Déjà parce que tu fais des lives, mais aussi dans tes vidéos. Parce qu'en réalité, quand tu donnes ton point de vue, j'ai remarqué que tu es aussi beaucoup à anticiper les éventuelles réactions des spectateurs. Ou quand toi, par exemple, tu as vu un film après coup, enfin, un moment après sa sortie,
on voit tout de suite que aussi tu t'es renseigné en fait sur la portée que ça avait pu avoir sur les uns et les autres. Et moi, j'ai vraiment l'impression que tu nous intègres dans tes vidéos. J'adore aussi être surprise par tes analyses ou la façon dont tu as réagi à des films. Tu vois, il m'arrive de me dire, tiens, qu'est-ce que Mad il va penser de ce film, tu vois, que je suis en train de regarder, en me disant, tu vois, alors c'est pas forcément à chaque vidéo, mais tu peux réserver des surprises et puis prendre des fois le contre-pied, mais pas pour prendre le contre-pied. Tu vois, c'est pas, j'ai pas l'impression que tu es dans le truc de faire le buzz. Il faut absolument, tu vois, avoir une pensée forcément originale parce qu'il faut se démarquer des autres vidéos. Et cette sincérité, elle se ressent vraiment, quoi. Bah, écoute, tant mieux, parce que justement, bah, tu parles de buzz. En fait, en réalité, c'est assez facile de faire du buzz. Même quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, il faut juste arriver. Et c'est pas forcément négatif de chercher le buzz. Ça dépend comment tu t'orientes, ça dépend comment tu fais, ça dépend dans quelle optique. Mais par exemple, moi, si je veux, je peux faire du buzz non-stop. Il suffit simplement que je réagisse à telle ou telle déclaration, que j'aborde tel sujet, que j'oriente ça de façon un peu politique. Et je sais très bien que je vais glaner. Allez, je sais très bien qu'en me démerdant correctement, j'ai même dû mettre des vidéos en privé à cause de ça parce que je gagnais trop d'abonnés, tu vois. Et le truc, c'est que c'était des abonnés, on va dire, qui ne sont pas spécialement en lien avec le cinéma, tu vois. C'était plus en lien avec la politique. Je pourrais faire du buzz, je pourrais simplement aller faire ma pute à buzz et tourner des vidéos non-stop tout le temps. Le truc, c'est que j'ai pas envie de saouler ma communauté à montrer ma gueule tous les jours. Je préfère, tu vois, aller sortir 3 vidéos par semaine, même si ça doit me rapporter moins d'argent, même si ça doit me niquer par rapport à mon train de vie, mon modeste train de vie. Ça peut. J'essaye de faire ça, on va dire, avec une certaine forme de moralité, tu vois. Comme tout le monde, j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai pas envie d'avoir de problème. Évidemment, j'ai de l'ambition naturellement, mais pour autant, je n'ai pas envie de dépasser certaines bornes, j'ai pas envie de me transformer en espèce d'être purement mathématique, purement orienté vers le profit, parce que je tiens à mon sommeil, je tiens à ma santé mentale, et parce que de la santé mentale découle tout le reste, les rapports sociaux, le rapport avec les autres, les rapports amoureux, tout ça. Et j'ai pas envie de me trahir ou je sais pas quoi, bon, appelle ça comme tu veux. Mais en quelque sorte, quand tu sais plutôt bien gérer le buzz, tu peux très vite monter. Mais comment dire, je sais que dans mon cas de figure, si je dois buzzer sérieux, il y aura un peu de magouille derrière, dans le sens où j'essaye un peu plus ou moins de hacker l'algorithme, j'essaye un peu de baiser mon public en l'orientant vers autre chose, et je ne me sens pas faire ça. Je préfère prendre mon temps, quitte à gagner moins d'argent, c'est comme ça, c'est comme ça, point barre, c'est comme ça et pas autrement. Est-ce qu'il y a une communauté un petit peu YouTube Cinéma? Est-ce que tu les connais? Est-ce que vous avez échangé parce que bon, il y en a quelques-uns qui ont pignon sur rue, mais pas tant que ça. Enfin, je pense là, j'ai des noms, tu vois, en tête. Oui, j'ai fait quelques collaborations modestes avec 2-3 youtubeurs qui ont pas mal d'abonnés, mais je sais très bien que ça ira pas plus loin parce que je suis trop différent, je suis trop borderline, j'ai un truc qui dérange. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais su expliquer, mais j'ai un truc qui dérange. Je le ressens, tu vois, je le ressens quand je suis avec les gens et surtout avec une certaine catégorie sociale, je le ressens bien. Je ressens bien que ma vision du monde, ma perception du monde, elle ne plaît pas spécialement parce que je suis peut-être un peu trop rentre dedans, malgré le fait que j'y mets quand même une certaine forme, que j'y mets une certaine nuance, etc. Je sais que ça ne suffit pas. Et je sais très bien que là, par exemple, je sais que là, dernièrement, pour une fois, je l'ai fait. J'ai été vers un youtubeur ciné qui a pas mal d'abonnés, mais qui collabore souvent avec des gars de mon genre. Je lui ai envoyé un petit message, pas eu de réponse. Ok, j'ai compris. Quoi. Tu vois, bon, je sais très bien qu'il n'y aura jamais de duo entre lui et moi. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais je m'étais préparé psychologiquement à tout ça. À la rigueur, les petits duos que je fais, c'est avec des plus petits youtubeurs pour leur apporter un peu de visibilité, qui t'affine un peu de vue aux petits. Bon, là, pour l'instant, ça fait un moment que je n'ai pas fait de collaboration, mais je vais en refaire, mais avec des plus petits que moi maintenant. C'est vrai, parce qu'il y a un an pile, j'étais genre à 5-6 000. Bon, là, je suis à 20 000, ça monte doucement. Donc, il y a eu une belle progression. Alors après, il faut faire attention parce que mine de rien, il faut aussi que les vues soient en adéquation avec ton nombre d'abonnés. Actuellement, je bide un petit peu. Je fais des vidéos qui font entre 2000 et 3000 vues. Ce n'est pas énorme. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. Et comment dire, parce qu'il ne faut pas créer un différentiel trop important. Parce que ta chaîne YouTube, c'est ta vitrine. C'est comme une vitrine de magasin. Et c'est plutôt mal vu si tu fais des vidéos avec très peu d'abonnés, très peu de vues. Mais globalement, je fais minimum 1000-2000 vues par vidéo. Et y compris sur les vidéos qui, en soi, n'intéressent pas grand monde. Et, mais bref, en tout cas, je pars encore dans tous les sens. Vas-y, oui. Alors, quelle est la vidéo qui a le mieux marché et quelle est celle qui, toi, t'a le plus plu? Parce que c'est pas forcément, on peut être aussi vachement étonné d'une vidéo qui marche au taquet. Et à côté de ça, bah, c'est pas celle forcément qui te tenait le plus à cœur. Alors, bah tiens, intéressant parce que dans mes 3 vidéos qui ont le mieux marché,
Alors, il y a une vidéo rétrospective sur un personnage de la série The Boys. J'avais tourné cette vidéo, c'était une rétrospective donc sur un personnage, le protecteur de la série The Boys. Je ne sais pas si tu connais le Non, Superman. pas du tout. Ah, bon, c'est un personnage qui est très extrême, qui est très vénère, très violent, tout ça, mais qui est très populaire. Et avant que la saison 4 de The Boys sorte, je me suis dit, bah tiens, je vais sortir une vidéo sur le personnage. Je suis sûr qu'elle va buzzer. Et effectivement, j'ai fait une grosse rétrospective sur le personnage, son histoire, son origine, machin. J'ai sorti ça 3 mois avant la sortie de la série. La vidéo avait démarré modestement à 500, 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Et dès que la saison 4 est sortie, je suis passé, je crois, de 5000 à 100 000 vues, tu vois. Donc, elle Wow. a bien baisé d'un coup. Ouais, franchement, truc de ouf, quoi. Ça, c'est intéressant. Elle continue tout doucement à monter, mais là, c'est bon, elle stagnera, je pense, elle n'ira pas au-delà des 150 000. Une autre vidéo qui a bien marché avec le temps, c'est une rétrospective sur Arthur Morgan, un personnage d'un jeu vidéo, où je décortiquais le tragique de sa vie. C'est une vidéo qui est assez triste, vraiment qui est assez déprimante. J'ai plein de messages de gens qui m'ont dit putain, j'ai pleuré devant cette vidéo, elle est trop touchante, machin. Et elle a atteint, je crois, les 120 000 vues, un truc dans le genre, alors que je l'ai tournée, je crois, fin 2022, mi-2022, et elle a grimpé progressivement. Pendant 1 an et demi, elle ne bougeait pas, et au bout d'1 an et demi, paf, elle a monté d'un coup. Et une autre vidéo qui a marché, c'est une critique des stars de cinéma français. J'avais fait une vidéo pour parler de la déconnexion des stars de Cannes, quand on les voit débarquer en pleine crise économique, pleine récession, tu les vois raconter leur life, c'est la raconter, tu sais, dans des robes, c'est hors de prix, machin, et puis surtout, en fait, on s'en fout qu'ils jouissent de leur pognon. Nous, ce qui nous dérange, c'est leur arrogance, c'est ça qui nous fait chier, quoi. C'est le fait qu'ils prennent les gens de haut et qu'ils se prennent pour des rois, quoi, alors que c'est juste des acteurs qui font exactement toujours la même chose à chaque fois, quoi. Et la plupart de leurs films bident, c'est ça le pire, tu vois, c'est que leurs films ne font pas de vues, mais ils se prennent pour les Rolling Stones chaque fois qu'ils apparaissent sur un tapis rouge, quoi. Et j'avais fait une vidéo pour critiquer, s'il te plaît. Et j'avais fait une vidéo donc pour critiquer en gros l'arrogance des acteurs, et je crois que la vidéo avait tapé dans les 100 000 vues, un truc comme ça, puis elle m'avait rapporté pas mal d'argent, beaucoup d'abonnés, genre peut-être 500 abonnés. Mais dès que j'ai vu que ça montait trop en abonnés, je me fais allez, je vais mettre la vidéo en privé parce que je sens que ces gens-là qui viennent, ils veulent pas spécialement que je parle de cinéma, ils veulent que je dise simplement ce qu'ils pensent, savoir critiquer un tel ou un tel. Et ça, pareil, critiquer me fait chier. Ça m'emmerde de critiquer les gens parce que je ne veux pas orienter les gens vers un mood négatif. C'était quelque chose, je me disais, dans quel registre tu te sens le plus à l'aise lorsque tu es en colère ou indigné, lorsque quelque chose vraiment a attisé ta curiosité, lorsque un film t'a rendu super joyeux et optimiste. C'est quoi Est-ce que déjà tu es à l'aise dans tous les registres, ou est-ce qu'il y en a que pour le moment tu n'explores pas trop ou tu n'es pas à l'aise? Et ouais. Bah écoute, plus le temps passe et plus être dans un registre négatif me fait chier. Déjà, ça n'a jamais été mon truc. J'ai été trop longtemps, en fait, c'est ça, je crois. Je crois que j'ai été trop longtemps négatif dans ma vie. En principe, à cause de mon entourage, j'avais un entourage très négatif qui voyait le mal partout et ça a fini par déteindre. Et d'ailleurs, ça m'a, tiens, encore une réflexion que je me suis faite, une remise en question, c'est que il faut faire attention à ce que l'on consomme, dans le sens où, ce que tu vois, on dit, faites attention à ce que vous bouffez, faites attention à ce que vous buvez, etc., ce que vous fumez, ce que vous injectez, je veux bien, mais il faut aussi faire attention à votre consommation numérique. Et j'ai beaucoup trop été à la merci et soumis à une consommation numérique négative. De la politique, de la formation, du journalisme, etc. Et globalement, il faut comprendre que tout ça, le journalisme, la politique, etc., repose quasiment intégralement que sur du bad buzz et sur du négatif. Le but de ces entreprises, c'est d'attirer notre attention avec du négatif. Parce que le négatif, on va constamment vouloir voir le pire, on a constamment envie de savoir la suite. C'est comme dans les séries, tu sais, où ça termine sur un cliffhanger. Ça termine jamais sur un cliffhanger positif. Genre, bah tiens, oh chérie, je suis enceinte, merveilleux, on attend la suite. Ou alors, oh, j'ai gagné 10 millions de dollars, super, allez, on va faire la teuf. Non, ça se termine jamais comme ça. La porte se fait défoncer par un mec qui braque un flingue et après, bim, ça coupe. Ou alors, le mec, il comprend que sa vie est foutue, qu'elle va se barrer en sucette, tu vois, et ça se termine comme ça. Bah, les informations, c'est pareil. On va constamment conclure sur un truc négatif parce qu'on sait que les gens vont revenir. Il faut comprendre que les chaînes d'infos, c'est avant tout un business, comme les chaînes YouTube, comme tout, en fait, comme tous les journaux. Le but, avant tout, c'est de mettre en avant le négatif parce que l'humain est naturellement attiré vers ce genre de truc parce qu'on est instinctivement craintif, on a peur de l'avenir, peur de la mort, etc. Et donc, on s'y intéresse parce qu'on veut essayer d'échapper au bordel et on veut, si possible, se rassurer en disant on va au moins chez nous, ça va, quoi. C'est l'un ou l'autre. Et malheureusement, j'ai remarqué que j'ai beaucoup trop été sensible à ce genre de truc. J'étais vraiment manipulé par les informations, enfin tout ça. Et depuis que je me suis lancé sur YouTube, je me suis orienté vers un autre mood, un mood plus productif. Et donc, je me suis détaché de ces conneries. Et ça m'a permis justement de retrouver une clarté et une paix d'esprit
comme je n'aurais jamais imaginé, quoi, parce que je suis toujours au fait de l'actualité, je sais comment ça se passe dans la rue, je sais comment, voilà, je sais très bien comment ça se passe au niveau de l'insécurité, tout ça, j'en ai conscience, et d'ailleurs j'estime même que c'était presque une étape obligée de passer par un mood, on va dire un peu dark, parce que ça permet de garder un peu les pieds sur terre, tu vois, ce différentiel. Or, beaucoup, j'ai remarqué de confrères cinéastes, bah, au niveau de leur mindset, ça a l'air d'être tranquille pour eux, quoi. Parce que d'ailleurs, tiens, on peut faire une petite analyse sociologique vite fait. Je vais y revenir, t'inquiète pas, c'est juste une petite digression. Ouais, pas de souci. J'ai remarqué que chez beaucoup de vidéastes ciné, il y avait pas mal de gars issus de la bourgeoisie ou de la classe moyenne supérieure. Et globalement, ces gens-là ont plutôt eu des belles vies, c'est-à-dire dans le sens où ils sont passés par l'université, ils ont été dans des écoles d'art, dans des écoles de cinéma, des trucs qui valent du pognon. Donc ça veut dire qu'il y a une famille, ça veut dire qu'il y a de la famille qui a de l'argent, ou alors il y a des contacts, il y a du réseau. Et ça, globalement, c'est des trains de vie qui sont plutôt chill, plutôt relax. Et ces gens-là, justement, ils aiment pas trop quand on aborde des sujets un peu trop sérieux. Et c'est pour ça et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre par rapport à mes interactions avec les gens, c'est que ceux qui ont des vies plutôt tranquilles et qui ont plutôt échappé à un mode de vie brutal, avec de l'anxiété, etc., ils sont beaucoup moins réceptifs aux nouvelles négatives et je veux dire à une certaine forme de toxicité visuelle, médiatique, etc. Et ils ne le gèrent pas de la même manière que les gens comme moi qui ont, moi et d'autres, hein, qui ont, on va dire, une vie un peu moins fun, quoi. Et attention, je dis pas que ma vie c'était germinal, hein, je m'en suis bien sorti, j'ai eu de la chance, mais quand je me compare à d'autres, je me dis putain les gars, vous ne mesurez pas votre chance. Et quand j'en entends certains, quand je vois certains youtubeurs, leur façon de parler, tu le vois aussi par exemple, c'est aussi un truc très français et un peu anglais aussi. Tu vois, tu arrives presque à capter l'origine sociale de quelqu'un juste à sa façon de s'exprimer. Tu vois, notamment au niveau de la hauteur, de la voix. Et j'en parle à certains. Tu reconnais qu'ils sont de la bourgeoisie à leur ton, leur hauteur de voix. Ils te parlent un petit peu comme ils étaient au-dessus. Ils vont pas te le montrer directement, mais de par le ton, tu vas le sentir, tu vois. Alors que nous, on se parle de façon normale, tu vois, au même niveau, avec une certaine forme de respect égalitaire, ce que tu veux. Et t'en as d'autres, ils vont te parler avec une certaine forme de hauteur morale, et tu le ressens tout de suite. Ça, c'est un truc dont j'en ai horreur, quoi. Et excuse-moi, donc, où j'en étais, attends, je vais y arriver. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc beaucoup de youtubeurs sont issus de milieux sociaux, je ne vais pas dire privilégiés parce que ça fait rageux, mais de milieux sociaux, on va dire plutôt aisés. Et ça se ressent par rapport à leur vision du monde. Ça se ressent par rapport à leur mindset. Je suis passé par un mood négatif, en mode ah, putain, tout est foutu, tout est pourri, machin. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai stagné dans la vie, que je faisais que des petits boulots, parce que je n'avais aucune confiance dans l'avenir. Je pensais que ça allait péter, je pensais qu'une bombe atomique allait finir par nous raser ou je sais pas quoi. Je pensais qu'il allait y avoir une crise économique qui allait tout pulvériser, qui allait nous renvoyer à l'âge de pierre. En réalité, il ne s'est rien passé du tout et il ne se passera absolument rien. Alors, je sais qu'il ne faut jamais dire jamais, mais globalement, on ne va pas se mentir, les gars. C'est bon, les crises économiques, on n'en connaîtra plus comme on en a connu avant. Il y aura plus jamais de crise de 29, il y aura plus jamais de trucs vraiment vénères comme on a connu par le passé. Certains, bien sûr, vont me dire, parce que je connais très bien, en fait, ça m'a appris à connaître la mentalité, le mindset des collapsologues et de ceux qui, comment dire, voient le mal un petit peu partout et qui appréhendent le futur de façon négative. Non, mais appréhender le futur de façon négative ne vous fera avancer à rien. Tiens, je m'adresse à ceux et celles qui psychotent par rapport au futur. Ça ne sert à rien de trop vous projeter et trop imaginer qu'est-ce qui peut se passer s'il y aura ça, 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 ça. Vivez votre vie simplement, accomplissez-vous un maximum, ayez des projets, bougez, faites des trucs parce que il n'y a que ça de fonctionnel. Moi, j'ai trop flippé par rapport à la vie. J'ai perdu 15 ans de mon existence à me faire chier. Tu vois, en plus, je pourrissais la vie à tout le monde parce que je disais à tous mes potes, mais putain, vous voyez pas les signes devant vous, c'est le bordel, ça va mal finir. Alors que bah, tu regardes autour de toi, ça fait que construire. Il y a plus que je veux dire, je vais dans la rue, je vois des BM partout, des nouvelles bagnoles, tu vois, des grosses caisses. Tu vois que globalement, le niveau de santé il augmente. Aujourd'hui, on crève à 90 ans, on peut guérir de tout et on panique pour un rien, tu vois. C'est ça la grosse ironie, c'est que d'un côté, on est quasiment immortel maintenant et pourtant on a peur de tout. Et c'est ça, tu vois, bref. Et je me souviens, tu vois, ça m'avait hyper marqué parce qu'il y a 6 mois où j'étais à fond là-dedans. En plus, politiquement, il se passait des tonnes de trucs. Donc, j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais. Tu vois, ce que j'avais suivi sur l'actu, je me disais toujours, bon, allez, maintenant, je vais faire une pause. Et il se passait une dinguerie, tu vois, boum, législative et tout, dissolution. Et en fait, c'était en flux continu. Et je me souviens, tu m'avais dit, et c'est toi qui me l'as dit, tu m'as dit, ok, parce que c'était le moment où je voulais un petit peu remettre au sport et tout, être un peu plus machin. Et je me dis, non mais là, maintenant, là juste, tu fais tes exercices, tu prends soin des gens autour de toi et tu profites du fait que tu as des iguanes dans ton jardin. Et tu vois, c'était tellement enfin, en fait, ça m'a servi de rupture, tu vois. J'ai eu une espèce d'électrochoc et j'ai fait, mais carrément. Et tu vois, là, 6 mois après, on en reparle. Effectivement, le ciel ne m'est pas tombé sur la tête et je suis bien contente d'avoir fait
tu vois, ce qui, toi, te semblait naturel, mais en fait, ça te semblait naturel parce que bah, tu as passé 15 ans, finalement, ouais, à te sentir englué là-dedans, quoi. Et ça, c'est une sacrée leçon. Mine de rien, un message que je dois lancer aux jeunes, et aux moins jeunes hein, d'ailleurs, c'est complétez-vous au maximum, multipliez les expériences, il faut démultiplier, il faut tout faire, tester plusieurs métiers, bosser dans différents endroits, bouger, pas spécialement à l'étranger, mais changer de coin dans la France, parce qu'il y a que vraiment, il faut constamment se développer, se créer un nouveau mindset. Bon, mais pour revenir à tes iguanes, putain, tu vis avec des iguanes, mais c'est génialissime. Mais moi, je passerais ma vie à faire des élevages. Tu vois, je choperais des iguanes, je ferais des combats d'iguanes, je ferais des expériences génétiques, je ferais des trucs. Tu vois, bon, je dis ça, je ferais rien. Tu vois, ça se trouve, je la regarderais. Mais sinon, tu vois, c'est fantastique. Tu n'as pas idée à quel point, justement, c'est facile de passer dans le négatif parce que c'est confortable. Le négatif est très confortable. Tu as juste à te mettre en boule, à te blottir et attendre que ça se passe et en espérant un jour être sauvé. Enfin, tu vois, alors qu'en vrai, non. Là où c'est dur, c'est justement de se dire que non, tout va bien. Maintenant, on fait quoi? Maintenant que tout va bien, on bosse, on travaille, on avance, on crée, on rencontre, on fait en sorte de faire avancer l'humanité. Ça, c'est dur, ça, c'est constructif et c'est la seule chose à faire. Que quand tu es dans le négatif, tu es blotti dans ton coin et t'attends. C'est bon, c'est ma philosophie, hein, c'est comme ça que je vois la chose. Ça sert vraiment de bonne transition parce que tu as dit il faut bosser, il faut créer, etc. Et alors, ton avis sur la question suivante, toi, tu travailles sur un art, le 7e art, mais tu es créateur de contenu. Pour toi, un créateur de contenu, est-ce que c'est un artiste? Bah déjà, créateur de contenu, maintenant, c'est plus un terme que j'emploie parce que c'est un peu galvaudé désormais, tu vois. Il y a encore 2-3 ans, ça allait, des créateurs de contenu. Maintenant, ça fait, ah oui, d'accord, t'as un OnlyFans, t'as un mime, ah merde, tu vois. On dit quoi d'ailleurs maintenant? Bah, on peut dire créateur de contenu, mais globalement, moi, je dis vidéaste ou youtubeur, mais vidéaste, c'est mieux, quoi. Parce que youtubeur, tu vois, ça fait un peu branleur, tu vois, vidéaste, ça fait mec qui touche un peu à tout, au truc de montage. Et créateur de contenu, ça fait un peu mec. Qu'est-ce que tu fais comme contenu exactement? Non, j'ai pas envie de savoir, tu vois. Mais non, je me qualifierais pas d'artiste, par contre. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce que je peux qualifier comme artiste? Alors, il y a un truc sur lequel j'aimerais m'orienter tout doucement avec l'avenir, c'est l'écriture de nouvelles, comme toi, tu vois. Parce que j'ai envie d'écrire, bah, pareil, des nouvelles fantastiques, des trucs un peu tordus, des nouvelles qui sont en rapport avec comment s'appelle la vie sociale, etc. J'ai envie d'être un petit peu le néo-Bukowski français, quoi, tu vois, ou je sais pas quoi, tu vas voir des nouvelles un peu humoristiques sur la vie quotidienne, les vies de merde, des trucs comme ça, tu vois, les embrouilles du quotidien, ce genre de trucs. En fait, il suffit que tu prennes ta vie, hein, parce que tu as eu tellement d'anecdotes qui te sont tombées sur le coin de la gueule. Ça s'appelle une autobiographie, en fait. Bah, franchement, ça mérite pas, honnêtement. Parce que ma vie est très banale. Vraiment, tu n'as pas idée. En fait, en dépit des conneries qui me sont arrivées sur la tronche, c'est relativement banal. Quand j'en écoute certains, je me dis, mais les gars, votre vie, c'est un film. Qu'est-ce que vous vous emmerdez au cinéma, quoi. Votre film, c'est votre quotidien, quoi. Moi encore, c'est vraiment entre les deux, quoi. Tu vois, il m'arrivait des trucs un peu fun, mais en même temps, c'était encore assez dans les clous pour pas que ce soit vraiment exceptionnel, quoi. Et du coup, comme on parle d'art, donc pour toi, c'est pas. Non, pour moi, c'est pas de l'art. C'est pas de l'art. Non, et justement, est-ce que tu aimerais passer de l'autre côté enfin, tu restes derrière la caméra, mais tu es devant la caméra, devant, derrière. Tu crées, faire un film. Est-ce que tu te verrais faire J'aimerais, mais tu vois, j'ai ce désir paradoxal à la fois de créer un film pour me mettre en avant, mais en même temps, j'ai pas envie de me mettre en avant. J'estime ne rien avoir à montrer ou à apporter. À la rigueur, si je devais jouer dans un film, dans un petit court-métrage, je choisirais des rôles borderline. Je jouerais ou alors un mec super lâche, ou alors un psychopathe, ou alors un. Moi, j'aurais rêvé d'incarner, tu vois, le personnage de Félix dans Le Père Noël est une ordure, tu vois, ce genre de personnage, quoi, tu vois. C'est le mec, mais extrême, complètement con, tu sais, qui est lâche, qui est sournois, mais je veux dire, des personnages en couleur, tu vois, des personnages mi-dark, mi-fun, quoi. Mais c'est juste pour le délire. Mais en soi, par contre, oui, j'ai un petit peu ce petit désir, tu vois, si j'avais du pognon, etc., bah, je ferais des petits courts-métrages, pas des films, mais des petits courts-métrages, où je ferais jouer des personnages, tu vois, dans des situations de la vie quotidienne. Et c'est vrai que j'ai sans pour autant tu vas dire que j'ai un talent de ouf, mais j'ai quelques petites idées. Et le principe parce que là, le truc, c'est que j'ai presque envie un jour de faire ça, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de légitimité, tu vois, pour l'ouvrir. Sortir 2-3 trucs un peu intéressants avec des plans un peu recherchés, avec un peu d'originalité. Je ne parle pas de sortir le nouveau Pulitzer ou alors décrocher un Oscar, tu vois, mais un truc un minimum fun qui puisse amuser, un truc pas trop long.
Et quelque part, pour asseoir un petit peu une certaine forme de légitimité, monsieur, tu comprends, tu vois, je peux me permettre, j'ai tourné 2-3 conneries avec mon Canon, ça va, tu vois. Mais par contre, je ne me ferai pas jouer, tu vois, je choisirai des personnes, des gens pour jouer dedans, un casting normal, je veux dire, de lambda, dans des situations, comment dire, classiques. Après, j'avais pensé aussi également à tourner des petits films d'horreur, des petits courts-métrages, mais ça, en fait, n'importe quel gamin maintenant avec son smartphone pour réussir à faire des trucs sur TikTok, tu vois, il y a plein d'inventifs, il y a plein de gamins qui sont vraiment de l'inventivité dans le sang. Et le truc, c'est que c'est ça aussi que j'aime bien dans l'art. En fait, c'est ça c'est le travail. C'est qu'il y a du travail derrière. Il y a des idées, ça doit fuser. D'ailleurs, tiens, je ne sais pas pour toi, mais quand j'écris une vidéo, par exemple une vidéo scriptée, comme je disais pour les vidéos stock, comme par exemple ma vidéo sur Joker ou sur The Last of Us ou des trucs comme ça, il faut que je me mette dans un mood. Et là, par contre, dans un mood sérieux. Je ne peux pas faire une vidéo. J'écris rarement de vidéos comiques. C'est plus en mode quand je veux dire des conneries, je dis face caméra. Tu vois, c'est pas spécialement drôle, mais d'ailleurs, il faut noter que écrire des histoires drôles, c'est encore plus dur que des histoires sérieuses. C'est super dur l'humour. Putain, il faut être dans le truc, il faut être dans le coup, ça demande un gros investissement. Mais bref, pour revenir à l'écriture, tu vois, quand j'écris une vidéo, parce que c'est quand même de l'écriture, hein, vu que je dois me taper, tu vois, 15-20 pages d'écriture, tu vois, ce que je fais pour être bien concentré, et je crois que j'en ai déjà parlé, je crois, c'est que je me fous dans le noir, je m'isole complètement. Parce que je ne suis pas déconcentré par les oiseaux, les animaux, les gens, les badauds qui passent dans la rue, le son, etc. Je suis dans le noir, donc je suis focus sur ce que je fais. Et pourquoi je parlais de ça? Bref. Un petit peu, ouais, dans quelle situation tu te mets. Mais après, pour moi, on est déjà artiste, en tout cas. Non, je suis pas assez talentueux pour être un artiste, je ne suis pas encore assez créatif pour en être un. Je ne peux pas me permettre. Et sur les projets, donc tu nous as parlé d'écriture de nouvelles, de textes. Les collaborations, bof, à moins qu'il y ait vraiment un truc sympa qui se présente. Comment tu vois les choses dans les années à venir? Aucune idée, franchement, je ne sais pas, je suis complètement incertain par rapport à mon avenir. Je ne sais même pas si je serai encore en vie dans 6 mois ou 1 an. Je suis vraiment, comment dire, j'ai vraiment aucune. D'un côté, j'ai pas peur de l'avenir et d'un autre côté, je ne sais pas du tout. Alors, je me projette, hein, bien sûr, mais compte tenu de ma lancée, compte tenu de comment j'ai démarré, j'ai une certaine forme d'incertitude par rapport à mon avenir. Je suis très froid, très terre à terre. Hein, je suis très. Et en même temps, j'ai pas spécialement peur. C'est ça qui est tragique, qui fait flipper, c'est que j'ai pas peur alors que ma situation, tu vois, est plutôt précaire, tu vois, plutôt compliquée pour un mec de mon âge, tu vois. Mais je suis tellement heureux, tu vois, je suis tellement épanoui en vrai, et j'ai tellement en dépit j'ai tellement, on va dire, ouvert les yeux, tu vois, je reviens tellement de loin du point de vue du mindset, etc., que comment dire, j'arrive pas à me projeter vers l'avant, projeter en avant. Je me contente simplement. Comment? Tu savoures déjà. Je savoure tout en j'ai été assez un jouisseur comme ça, à profiter sans rien produire. Et là, maintenant, je produis, mais de là à me projeter dans le futur, en fait, j'ai peur de me projeter, de peur de me planter. C'est pour ça que je préfère me taire et y aller en mode progressivement. On verra bien ce que ça va donner. Et après, je pourrais me permettre, en me retournant, voir si ça a avancé, si ça fait un truc correct. Mais j'estime que je n'ai pas les moyens de pouvoir me projeter, aussi bien financier que mental. Pour les gens qui ne connaissent pas encore, donc c'est Mad Matt. Il y a d'autres choses à savoir sur la chaîne, c'est YouTube. Oui. On te trouve aussi sur Instagram. C'est ça, oui, la page Instagram, ouais. Instagram. Tu vois, c'est marrant parce que à chaque catégorie sociale, j'ai envie de dire son réseau social, quoi. C'est marrant, ça rime. Enfin, c'est la même, tu vois. J'ai l'impression que les prolos, les mères de famille, tout ça, elles sont sur Facebook. Les meufs un peu jeunes, tout ça, c'est sur Instagram, tu vois, pour se montrer, etc. Ils font story, tu vois, ce que je comprends tout à fait. Sur Reddit, je sais pas trop qui va dessus, mais sur Twitter, j'ai l'impression que c'est un petit peu, on va dire, vraiment je veux dire, c'est tout ce qui est la veine. Comment? Les aigris, mais un peu CSP+, quoi. Exactement, voilà, exactement. C'est parce que je connais pas beaucoup de prolos, tu vois, tu vois, je connais pas d'ouvriers qui sont sur Twitter, par exemple. Je connais pas il y a un entre-soi, quoi. Oui, exactement, il y a un entre-soi. Et ça se ressent, tu vois, il y a une toxicité, tu vois, et c'est beaucoup, et c'est là que tu le remarques, c'est vraiment cette espèce d'aigreur qui est propre à ce milieu-là, quoi, parce que je sais très bien que dans d'autres milieux socio-professionnels, jamais ça oserait se parler comme ça, ce serait vite réglé dans la minute, quoi, de façon physique, quoi. Et là, c'est vraiment… Il y a un sentiment d'impunité, ouais, non, mais c'est clair. Exactement. Alors, vraiment, pour préserver votre santé mentale, les gars, vraiment, Twitter, évitez, quoi. Globalement, tu vois que quand les gens ont leur idée,
Tu peux jamais réellement leur changer de la tête, comme tu peux pas me changer mes idées, comme je ne peux pas changer les tiennes. C'est tout doit venir de soi. C'est pour ça qu'il faut un maximum d'informations par rapport à ce truc-là pour pouvoir détricoter et rebondir sur attends. Là, tu vois, je consomme ces conneries, ça m'affecte, je suis moins heureuse, je suis vraiment moins, tu vois, j'ai plus vraiment la niaque, j'ai plus tellement le sourire. Tu vois, c'est des trucs qu'il faut savoir, c'est des petits pièges, mais bon. Alors, du coup, je te propose trois questions à te poser. Quel est ton réalisateur préféré? C'est compliqué, mais je vais en dire un. Alors après, il y a des réalisateurs en fonction des périodes. Alors, j'ai un réalisateur récent, j'aime beaucoup le style de Scott Cooper, mais personne ne connaît. Alors, je vais en dire un plus connu, c'est Oliver Stone. J'adore le style d'Oliver Stone dans les années 90. Ok. Ton acteur préféré? Oh putain. Alors, je vais dire un acteur total, d'accord, un acteur qui est bon dans tout, ça va pas être original, mais c'est Brad Pitt. Ce mec est parfait. Physiquement, il est parfait. Et en termes d'acting, il est parfait. Que ce soit dans le drame, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans tous les critères, il est bon absolument partout. Ton actrice préférée? Je dirais Hilary Swank. Je l'avais adoré dans $1 Million Baby, forcément. Ton film préféré? Oh, putain. Il manquerait plus qu'un compte à rebours, tu sais. C'est dur, c'est vraiment dur. Vraiment, de toute façon, ce que tu vas dire, ça, dans 5 minutes, quand tu y repenseras, tu diras ah non, c'était autre chose. Bon, bah attends, je vais être. Tiens, voilà, c'est. Oh, La planète des singes de 68. De Franklin Schaffner. Avec Charlton Heston. Oui, celui-là, j'adore. T'aimes bien? Il est ouf. Ouais. La meilleure scène de fin, quoi. Meilleure scène de fin. Puis le personnage de Taylor qui évolue au fur et à mesure. Au début, c'est le mec, l'humanité, machin, on se demande à quoi ça sert, ils font des conneries, etc. Et puis arrivé à la fin, non mais l'humanité, il faut la sauver, on n'est pas des monstres. Enfin, mais l'évolution du personnage de Charlton Heston dans La planète des singes, parfait. Oui. Tu sais que ça vient d'un livre français? Attends. Je l'ai. Que je n'ai pas lu, bien sûr, mais je l'ai pris pour le coup, quoi, tu vois. Et tu verras, la fin est différente, mais tout aussi bien. Ok, dis rien surtout. D'accord. Okay. Livre français, le dernier mot. Surtout, tu ne lis pas le dernier mot, parce qu'il y a 2 twists, on va dire. Tu ne lis pas le dernier mot de la fin, parce que la dernière phrase, elle te fait encore tout rechanger. Ok? Dis rien, d'accord, ça marche. Et dernière question, qu'as-tu pensé de cet entretien? J'ai trop parlé, toi, t'es génial, voilà. Non, mais de façon un peu... c'est toi en même temps, t'es comme ça, t'es hyper sensible et moi, j'ai passé un excellent moment, j'en doutais pas. Mais c'est super, en fait, que notre première interview n'ait pas marché parce que j'ai l'impression qu'on s'est encore plus défoncé. Moi, si ça avait été que de moi, je laissais tout tomber. Voilà. Et en fait, c'est toi, là aussi, qui m'a dit non, mais attends, on va dire que c'était un premier tour de chauffe, on va faire encore mieux, quoi. Et t'as eu raison, quoi. Non, mais lâche pas, de toute façon. Puis je te dis, moi, au fur et à mesure que je vais monter tout doucement, on pourra refaire d'autres trucs, d'autres collabs. T'inquiète, c'est pas fini, c'est que le début. Yes. Bon, avec plaisir et au plaisir aussi de te voir en vrai sur Caen. Donc, n'hésitez pas à les abonner. Si vous passez sur Caen, de temps en temps, Mad organise des événements IRL. Abonnez-vous à votre chaîne, allez voir des lives et voilà, vous verrez la communauté. Il y a une excellente ambiance. On se sent comme à la maison. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et puis, je te dis à très vite. Bye bye. C'est moi qui te remercie infiniment. Merci du fond du cœur. Je t'embrasse. Passe une excellente journée, soirée, je sais pas. Prends bien soin de toi. Merci à ceux et celles qui ont suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à Louise. Faites comme vous le sentez. Abonnez-vous à ma chaîne comme vous voulez. Et merci pour le visionnage. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Et qui que vous soyez, vous tous, prenez bien soin de vous. C'est le plus important. Merci infiniment. Génial. Ciao. Bye bye. Bye bye.